Mais sur TikTok, je connais les hashtags avant qu'ils sortent. J'adore faire à manger et j'adore manger. Et qu'est-ce que je sais faire dans la vie ? C'est des contenus, parce que c'était mon boulot de faire ça. T'as un livre, les gens possèdent une partie de toi, tu vois. Et je parle pas de la possession physique, mais le livre, c'est celui des gens qui vont l'acheter, tu vois. Il y a un côté très fancy au côté créateur de contenu. Je me plains pas, attention, mais c'est des journées qui sont très intenses. Du coup, tu fais des journées genre de 14 heures. Il y a une peur chronique qui est... on en parlait un peu tout à l'heure. Salut, c'est Armand et Max, c'était bien sur Rec, le podcast des créateurs de contenu. Après avoir travaillé chez TikTok et Google, on est passé de l'autre côté, on est devenu créateurs nous-mêmes pour en décrypter l'écosystème. Tu t'apprêtes à écouter une conversation d'1h30 qu'on a eue avec Woogies, qui est un créateur de contenu qui partage avec ses centaines de milliers d'abonnés des vidéos de recettes savoureuses depuis plus de 2 ans maintenant. Dans cet épisode, on va parler de tout son parcours de créateur, de ses débuts, sa présence sur les différentes plateformes, du lancement de son livre, de ses craintes en tant que créateur ou de tous les challenges qu'il rencontre au quotidien. On espère que tu vas aimer cet épisode autant qu'il aime le piment d'Espelette. Bonne écoute à toi. Pour commencer, merci à toi, Woogies, de venir sur ce podcast. On est très heureux de te recevoir. La première question qu'on s'est dit avec Armand quand on allait t'avoir, c'est « Merde, comment il s'appelle ?» Parce que ton nom, c'est Woogies sur les réseaux. Est-ce que tu peux déjà nous dire quel est ton vrai nom et puis pourquoi un petit peu t'as ce secret derrière ton identité ? Merci à vous déjà de m'accueillir. Je vous rassure, je me suis posé la même question. Alors je savais vos prénoms, mais je savais pas qui était qui. Donc on est égalité balle au centre. Je m'appelle Hugo dans la vraie vie. Et donc on peut s'appeler comme ça pendant tout le podcast avec grand plaisir. Woogies, ça vient d'un surnom qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune, qui est resté un peu tout le temps comme ça. C'était mon prénom sur mon Insta privé. Et au moment où je me suis lancé dans la création de contenu, je cherchais un truc. Et comme c'était, je me lançais dans l'univers de la bouffe, Woogies, ça me faisait penser un peu, tu vois, aux Sonny's, les délis américains avec l'espèce d'apostrophe. Et je me suis dit, bon allez, ça peut peut-être être ça finalement le nom. Et par rapport au secret derrière, il n'y a pas tellement de secret, je sais juste que j'avais envie de pouvoir avoir une sorte d'alias pour vraiment un peu sortir de mon game. Et derrière, on en reparlera sûrement après, mais j'incarne à la fois mes contenus, donc les gens voient à quoi je ressemble, mais on me voit, même si les gens ont l'impression que je suis partout, finalement on me voit que 1 seconde 30 par vidéo, jamais plus. C'est toujours comme ça, il y a une règle dans ma timeline de montage, et je me filme jamais en face cam, que ce soit en story ou autre part. Donc en fait, finalement, j'avais ce besoin de préserver ce côté-là, et de pas rentrer dans ma vie, mon œuvre et la télé-réalité. Donc voilà, ça me permettait de garder un peu de la distance avec le truc et de pouvoir couper un peu le soir et faire ça. Intéressant, c'est 1 seconde 30 de maximum, on va dire, de ta tête sur les vidéos. C'est quoi ? Tu t'es inspiré de quelqu'un qui faisait ça aussi, ou comment t'as eu cette idée ? Non, alors l'idée de la dégustation dans les vidéos, pour la petite histoire, on y reviendra après, le compte existe toujours, mais j'avais créé un compte bouffe à l'époque qui s'appelait Miam Miam Glouglou, Miam Miam _Glouglou si vous voulez, sur Insta. Et notamment pendant le confinement, j'avais fait 2-3 trucs. Et j'avais la certitude et l'intime conviction quand j'ai lancé Woogies qu'il y avait besoin d'humaniser le contenu et que les gens aujourd'hui ont ce besoin de se rattacher à quelqu'un. À l'époque, évidemment, comme le truc était en lancement, je savais pas l'ampleur que ça allait prendre derrière, mais moi, les créateurs de contenu que j'aimais bien, c'est ceux à qui j'arrivais à me projeter, à me dire « Ah lui, ça pourrait être un pote, il a l'air trop sympa, etc. » Et aujourd'hui, mon plan machiavélique a fonctionné parce que les gens dans la rue avec qui je discute, qui me reconnaissent, me disent « Mais mec, t'es trop sympa !» Et je dis « Mais c'est marrant que vous me disiez ça parce que finalement, vous me voyez 1 seconde 30 par vidéo, c'est ma voix qui surtout berce vos oreilles, mais il n'y a pas ce côté, tu vois, genre dans ma vie de tous les jours, les gens savent, à part ce que je mange, les gens savent assez peu de choses. Et finalement, je savais qu'il fallait un petit peu incarner le contenu. Mais j'ai mis ces fameuses 1 seconde 30 parce que je voulais surtout pas d'ego trip. Et finalement, ça marche bien parce que moi, ça me permet d'avoir juste ce moment où je déguste ce que je mange et de pas aller trop loin. Et pour les gens aussi, de se raccrocher à quelqu'un, je pense, quand ils voient des vidéos. Vas-y. Du coup, dès le début, tu voulais quand même bien faire la différence entre ta vie privée et ta vie sur les réseaux. T'en étais conscient dès le début ? L'idée, c'est que
quand j'ai créé Woogies, si vous voulez, je fais un petit peu mon père Castor 2 secondes, mais je travaillais dans les médias et la publicité. Il y a eu le confinement, je vous l'ai fait en short story. Il y a eu le confinement, ça a été assez compliqué. À la fin du confinement, j'ai lâché mon taf chez Mint, très bon magazine print sur le voyage et la bouffe, justement, qui était déjà dans mes passions. Et justement, je me suis dit, bon, ok, j'ai 30 ans, j'ai envie de trouver un peu de sens dans ce que je fais, et je l'avais déjà dans mon métier, mais voilà, c'était une période où j'avais besoin un peu de changement. Et je me suis dit, bon, ok, fine, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie ? C'est faire à manger pour ma famille, mes copains. J'ai pas du tout de formation culinaire, mais j'adore faire à manger et j'adore manger. Et qu'est-ce que je sais faire dans la vie ? C'est des contenus, parce que c'était mon boulot de faire ça. Et je me suis dit, bon, ok, l'idée c'est de mélanger un peu les deux. Ça serait mentir de dire au moment où j'ai créé Woogies que ça allait pas marcher. C'était quand même un rêve, tu vois, derrière, de te dire, bon, allez, demain c'est un truc qui cartonne. Mais mon objectif premier, c'était pas du tout ça. Ça, c'était l'objectif, le endgame, quoi. C'est si ça doit cartonner, c'est trop bien. Je vais me battre pour ça, mais je savais qu'il fallait pas que je le fasse dans cet objectif-là, parce que de un, c'est trop frustrant, et de deux, tu te calques sur des trucs et tu te perds forcément à un moment. Ouais. Du coup, mon objectif principal, c'était de me dire, un peu comme vous, je pense, mais créer du contenu pour justement aller peut-être rencontrer des marques, peut-être rencontrer des acteurs du milieu de la nourriture, de la cuisine, par exemple, aider des restaurants à se développer en communication ou en marketing. Et je m'étais dit, si je fais ça, ça peut être une sorte de carte de visite, et dire, au lieu d'arriver avec un CV, d'arriver plutôt en disant, voilà, regardez ce que je fais, et on peut peut-être imaginer des choses comme ça pour vous. Et finalement, j'ai presque pas eu le temps de faire ça, même si je l'ai fait un peu et c'était assez chouette. Et le truc a explosé assez vite. Mais donc, du coup, dans ma tête, il y avait quand même cet aspect un peu professionnel là-dedans. Là où il y a pas mal de gens qui se sont créés à l'époque un contenu, ont un peu raconté leur vie, et finalement le truc a explosé, et finalement par la force des choses ils étaient associés personnellement à ce truc-là. Moi, ayant travaillé dans les médias, aujourd'hui je considère Woogies, d'ailleurs si je dis Woogies, je parle pas de moi à la troisième personne, mais je le considère carrément comme un projet ou tu vois un média à part entière, et l'idée c'était de pouvoir cadrer directement les choses avec l'éventualité où si ça pète, j'ai les moyens de me protéger, j'ai moyen de pouvoir avoir une distance entre les deux et d'avoir vraiment cette idée de média et pas l'incarnation de moi-même sur les réseaux. Est-ce que ça veut dire que demain, à terme, sur Woogies, on pourra avoir d'autres visages qui viennent faire des recettes et les déguster, ou t'as quand même envie que ça reste lié à ta personne ? Non, je pense que c'est lié à ma personne. Ouais. Il pourrait y avoir d'autres gens avec plaisir, mais ce que je veux dire, c'est que Woogies, c'est pas le nom d'un média, je pense que c'est quand même le nom d'une personne. Et encore une fois, je scinde pas les deux. Je veux dire, si vous m'appelez Woogies dans la rue, je vais pas baisser mon bonnet sur les yeux en disant c'est pas moi. Mais l'idée, c'était, et encore une fois, vous pouvez taper mon prénom et mon nom de famille, j'ai rien à cacher sur Internet. Mais ça me permettait d'avoir vraiment ce truc un peu vraiment le projet à côté, et de pas avoir mon nom et mon prénom associés. Et je voulais faire aussi la différence avec certains chefs. Donc moi je suis pas chef, d'ailleurs on en parlera après, mais la première ligne de mon livre c'est je ne suis pas chef. Mais du coup je suis pas chef, et je voulais aussi un peu me différencier de ça et dire voilà, ça a un côté un peu plus léger, tu vois, qu'un chef qui a un prénom, nom avec le nom de son restaurant, etc. Mais du coup d'avoir vraiment ce truc là un peu plus léger, et que les gens permettent de s'identifier un peu plus, quoi. Tu nous as parlé de ton compte miam_glou. Est-ce que tu avais eu d'autres expériences de création de contenu avant de lancer Woogies ? Oui, alors à très petite échelle, j'ai un Tumblr sur les corgis, si vous voulez, qui doit encore traîner sur Internet. Et après, non, miam_glou, c'était un peu la partie création de contenu en perso, j'entends, sur lesquels j'ai vraiment travaillé. Même pas de Skyblog, je pense. Donc non, là-dessus, c'était vraiment miam_glou qui m'avait mis le pied à l'étrier et qui m'avait donné envie vraiment de faire ça. Avec, tu vois, on faisait ça avec ma copine, et du coup c'était une photo sur deux était du vin et l'autre c'était de la bouffe. Maintenant je me rends compte que se mettre des contraintes dans la création de contenu c'est horrible, du coup je le referais pas pareil, parce qu'on était obligé de boire pour pouvoir faire une recette après, ce qui était terrible, mon Dieu. Mais non, et donc du coup c'était un peu l'expérience que j'ai eue sur la création de contenu. Mais en le disant, je peux vous raconter une petite anecdote, c'est que avant de lancer Woogies, j'avais eu une envie alors que je travaillais encore,
Mais j'avais ce besoin et cette envie de créer du contenu et d'être créateur de contenu. Et j'avais envie de créer un podcast. Donc je suis très content de faire le premier aujourd'hui avec vous. Mais j'avais envie de créer un podcast, je pense qu'il s'appelait Blitz à l'époque dans ma tête. J'étais allé loin dans le truc, j'avais écrit le premier épisode. Il s'avère que j'ai perdu le premier épisode que j'avais écrit. Je l'avais pas enregistré, mais j'avais écrit. Et je l'ai perdu, il était sur Google Drive et je l'ai paumé. L'idée de ce truc-là, c'était sur moi, je suis un peu curieux obsessionnel. Quand on me lance sur un sujet, je peux tomber dessus. C'est pour ça que TikTok, c'est terrible pour moi. C'est que si je like une vidéo où un mec restaure une montre qu'il a trouvée dans une rivière, je peux me taper toutes ces vidéos parce que c'est un truc où, si le sujet m'intéresse, je peux aller loin là-dedans. Et à ce moment-là, je m'étais dit, vas-y, le podcast que j'ai envie de créer, d'ailleurs, je trouve l'idée toujours bonne en la pitchant, mais c'est que je vais être curieux obsessionnel sur chacun des sujets. Premier épisode, c'était sur les trous noirs. Donc, du coup, je me suis bouquiné des trucs comme ça. Regarder toutes les émissions, les docus Netflix sur le sujet et d'écrire un peu et de vulgariser en mode genre moi Hugo j'ai lu ça, je vous fais un condensé en 45 minutes de ce que j'ai compris du truc. Et donc le premier sur les trous noirs, mais le deuxième ça peut être sur je sais pas les arbalètes quoi. Et du coup je trouvais ça assez chouette. Le micro, finalement, est resté au fond d'un placard pendant 1 an. Et après, quand j'ai fait la première vidéo Woogies, je me suis dit, hey, voix off. Du coup, je l'ai ressorti et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais du coup, Woogies est la vraie première expérience autour de ça. Mais quand tu étais chez Mint ou chez tes autres expériences auparavant, tu avais déjà été derrière une caméra ou t'avais quand non. Tu disais... Okay. Non, quand je dis création de contenu, moi j'étais plus sur la partie, un bel anglicisme pour dire ça, mais brand stratégie, okay. Où l'idée c'était de gérer plutôt les contenus avec les marques. Okay. J'ai notamment travaillé chez Combini, qui est assez connu. Et où là-dessus, entendu parler. Ouais, c'est un petit média en développement. Et chez Combini, je m'occupais de la partie agence, entre guillemets, où on gérait les collaborations avec les marques. Donc on n'était pas du tout derrière la création de contenu que vous pouvez voir au jour le jour sur Combini, mais par contre moi je m'occupais de gérer justement l'intégration des marques, les idées de vidéos, comment on allait les travailler, mais j'étais pas du tout dans la partie production, création de contenu en tant que tel, mais par contre c'était très grisant de le voir et de voir tout ça. J'ai fait une école par contre qui m'a permis de développer un peu tout ça, mais en surface à chaque fois. Mais une école multimédia qui m'a permis de voir un peu le développement web, on parlait du social media, on avait aussi la création vidéo, mais c'était très superficiel, entre guillemets, ça nous permettait de découvrir plein de trucs, et pour ça c'était génial, mais je veux dire, j'ai pas fait une école de vidéo ou une école de voilà. Donc j'avais vu ces trucs-là, donc quand j'ai ouvert Final Cut pour la première fois, je voyais à peu près à quoi ressemblait le logiciel, mais voilà, c'était les seules expériences que j'avais à peu près. Ok. Et tes expériences dans les différents médias, que ce soit Mint ou Combini, ça t'a quand même... Qu'est-ce que tu en tires aujourd'hui en tant que créateur de contenu ? Est-ce que tu as appris des choses qui te resservent encore aujourd'hui ? Complètement. Combini, j'ai appris à faire court, et Mint, j'ai appris à faire long. Okay. Mais je caricature, mais ouais, Combini, ça m'a donné une compréhension à la fois des tendances, de la manière dont on pouvait décrypter l'actualité, qu'elle soit culturelle, les infos, avec Combini News par exemple. J'étais là à l'époque du lancement de Combini News, ultra intéressant de comprendre comment aujourd'hui on peut, avec un nouveau média, aller toucher une nouvelle cible avec des nouveaux contenus, et comment on les intéresse avec des contenus qui vont plus les toucher qu'un 20h à la télé. Du coup ça ultra intéressant, sur la création aussi, comment on faisait tout ça. Et moi aujourd'hui toujours gros consommateur de Combini sur le développement des idées, gros big up au format vidéo club notamment où ils sont dans ce fameux vidéo club Avenue Parmentier. Je trouve ça incroyable. Et ouais, c'est cette recherche de créativité dans les contenus, de la manière de raconter des sujets et de l'adapter en fonction des plateformes. Je trouve ça assez chouette. Et sur Mint, ça a été un peu plus rapide, mais c'est le côté bien fait, craft, là où Combini, même si avec la force des équipes on arrivait à faire des trucs vraiment propres, il y avait un côté genre fast quoi. Il fallait évidemment, je dis fast pour le Fast and Curious, mais il fallait aller vite parce que c'était vraiment du quotidien, etc. Là où Mint c'était un trimestriel, maintenant semestriel, donc du coup tu as le temps de développer un projet, le temps de développer une idée, d'aller plus loin, de voyager pour faire des sujets, de réfléchir. Donc c'était vraiment 2 manières et 2 approches différentes qui étaient super intéressantes. J'imagine aussi dans ta manière tu disais que tu gérais la partie marque, brand stratégiste, même dans ta manière aujourd'hui de collaborer avec des marques, tu as dû
tu connaissais déjà un petit peu ce monde-là, cet écosystème, tu sais comment pensent les marques et comment elles ont envie d'être mises en avant, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les créateurs de contenu qui souvent arrivent dans un monde qu'ils ne connaissent pas du tout. Quel conseil tu aurais à donner à des créateurs qui ne connaissent pas du tout cet écosystème pour travailler correctement avec des marques dans le cadre de collab? Clairement, moi, mes métiers précédents, c'est ce qui m'ont aidé à me développer. Alors, sur la partie, sans fausse modestie, mais sur la partie création de contenu en elle-même, c'est vrai que moi, je voyais les gens faire de loin, mais c'était pas mon taf, quoi. Mm-hmm. Donc, du coup, ça, c'est un truc que j'ai dû apprendre à faire, que je continue à apprendre, et ça, c'est génial. En revanche, là où, effectivement, j'ai une expérience qui m'a beaucoup aidé, c'est sur les relations avec les marques, parce que quand tu es créateur de contenu et que tu commences à avoir de la visibilité, très vite, c'est un aimant à agences, marques qui commencent à te contacter. Et moi, là où j'avais une chance, c'est que justement, je savais comment m'y prendre, je savais comment répondre. Et c'est surtout, et ça c'est un vrai truc, mais je connais la valeur des contenus. Moi, un gros combat que je mène en sous-marin aujourd'hui, mais c'est qu'il y a beaucoup de jeunes créateurs. Aujourd'hui, il y a certaines marques qui arrivent avec des chèques. Je pense qu'il y a des jeunes créateurs qui, sans aucun jugement, mais qui se disent genre, oh waouh, c'est-à-dire que je suis encore étudiant ou autre, on me propose ça pour juste caler un bloc de beurre dans ma vidéo, c'est génial. Sauf qu'en fait, tu te dis, mais ça vaut beaucoup plus que ça. Ou alors il faut le faire différemment. Mais du coup, connaître la valeur des contenus, c'est assez important. Et moi, ça a été une vraie valeur ajoutée dans la manière dont je me suis développé en termes de partenariat. C'est-à-dire que j'ai refusé des marques en me disant genre, oh, ça fait mal parce qu'il y a soit un beau chèque, soit un beau projet. Mais je me dis, ça peut mettre en péril d'autres projets qui peuvent arriver par la suite, donc il faut que je sois un peu dans l'abnégation et que je me dise, bon, là, je peux pas faire ce truc-là parce que si jamais je veux faire ça plus tard, c'est pas possible. Et donc, du coup, il y a tout de suite de se protéger de certaines choses. Et après, il y a aussi le fait de se dire, on va essayer de faire moins mais mieux. Du coup, de revaloriser les collaborations pour qu'elles soient bien valorisées. Et après, moi, si je devais donner un conseil... Alors, les marques, désolé, mais les créateurs, je vous donne ce petit conseil-là, mais c'est qu'il faut réussir à bien scinder les contenus par rapport aux marques. Parce que aujourd'hui, et d'ailleurs, je ne suis pas désolé les marques, mais je vous le dis aussi, mais c'est qu'il faut réussir à comprendre que chacune des plateformes est différente. Et moi, par exemple, je valorise en fonction des plateformes sur lesquelles le contenu est défini. Et aujourd'hui, malheureusement, les marques et ou agences ont trop tendance à faire un peu un package global. Ça m'est arrivé au début et du coup, maintenant, je me protège. Un peu plus, mais où les marques vont te dire par exemple, bon bah voilà, on va faire un contenu ensemble, et t'apprends ensuite qu'ils l'ont sponsorisé ou qu'ils ont repris le contenu, ils l'ont publié sur leur compte, et tu dis bah ça par exemple, je le valorise dans une grille pour comprendre que une cession de droit, donc c'est-à-dire que la marque réutilise le contenu, c'est quelque chose qui doit être valorisé parce que c'est du contenu, donc il faut pouvoir valoriser tout ça. Donc le premier conseil que j'aurais à donner aux créateurs, c'est de faire une sorte de grille un petit peu tarifaire, mais pouvoir se dire ok, j'ai envie de valoriser tel média, telle manière de travailler ensemble, et du coup d'avoir un truc en tête pour pouvoir bien l'appliquer et pas juste répondre à l'appât du gain, ce qui est compliqué au début et je le conçois. Mais du coup de vraiment répondre en fonction de la grille tarifaire qu'on a évoquée et effectivement de pouvoir travailler là-dessus. Parce qu'après tu rentres dans des calculs et finalement les calculs sont pas bons, Kevin. Ça m'est arrivé avec une marque avec qui j'ai adoré collaborer. Je citerai pas le nom, mais c'était une très cool collab qui était assez importante. Et en fait quand ils m'ont annoncé, ils m'ont dit on a très envie de travailler avec toi, et je leur ai demandé est-ce que vous avez un budget en tête. Ils m'ont donné le budget. J'avoue que mes yeux se sont écarquillés au téléphone. Ils l'ont pas vu, mais je pense qu'ils ont entendu le petit blanc. Et dans ma tête j'étais là waouh, c'est ouf. Sauf que je me suis dit, ok, sang froid, 2 secondes, pose-toi, et dire, du coup, c'est pour combien de contenu? Et ils disent, ok, c'est pour ça. Et en fait, j'ai dit, ok, très bien, bah merci, je réfléchis, je vous fais une proposition et on avance comme ça. Et je me pose, je regarde le nombre de contenus par rapport à ma grille, justement, et je me dis, ça rentre pas. En fait, le chiffre qu'il donne, il est beau, il y en avait 5, tu vois, j'étais là genre, ok, c'est génial. Mais en fait, quand tu calcules par rapport à ce que toi, tu vends d'habitude, bah finalement, c'est pas assez. Et donc du coup, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que tu réfléchis et tu échanges avec Antoine, si tu nous regardes, qui a été ultra intelligent, compréhensif, et c'est ça qui est cool, c'est que tu lui dis, moi là j'ai un problème, c'est que
oui, le budget est vraiment très, très cool. Et merci, parce que ça fait plaisir quand une marque te donne un budget où tu dis, OK, ils comprennent la valeur des choses. Tu dis, par contre, j'ai une petite problématique, c'est que d'habitude, moi, un contenu, je le vends tant, et que là, si on le multiplie par le nombre de contenus que vous voulez, soit le budget n'est pas assez important, soit le dispositif est trop important. Donc, comment vous voulez travailler ? Et il m'a dit, on va augmenter le budget. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, OK, c'est ouf. Parce que, tu vois, j'étais dans l'idée de me dire, OK, je vais aussi, pas les éduquer, j'avais pas cette prétention-là, mais de leur faire comprendre que c'était pas juste le chiffre de l'argent qui faisait dire, OK, on fait le truc, mais de travailler vraiment comme peut travailler un média ou quelque chose comme ça, et de se dire, voilà. Et parce qu'après, ça peut être un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. Je sais plus qui a dit ça, mais du coup, de pouvoir de se focaliser et de s'organiser un peu comme ça. Donc c'est un peu le conseil que je donnerais, c'est de réussir à valoriser un produit en se disant ok, ça prend tant de temps et tant de production, et derrière de pouvoir un peu le dupliquer à toutes les plateformes. Mais quand tu es créateur et parfois tu es tout seul dans le fin fond de la Creuse et tu es en train de te poser sur ta grille, comment est-ce que tu peux avoir une idée des prix en fait ? Alors ça, c'est vraiment le truc le plus compliqué, surtout que c'est un vrai truc où même moi j'échange avec beaucoup de créateurs, personne n'ose un petit peu en parler parce que tu sais que malgré tout il y a une sorte de concurrence autour de ça. Et il y a aussi un truc qui est très dur, c'est que la plupart du temps, les marques ou les agences disent juste donne-nous ton budget. Et elles n'ont pas de budget prédéfini. Donc il y a un premier truc qui est d'y aller à tâtons. Alors il y a un premier truc qui est de se dire que si vous trouvez que c'est pas assez cher, c'est de le revaloriser aussi par rapport au temps passé. Après il y a plein d'autres choses, et là on va rentrer dans des trucs tentaculaires, mais tu vois, il y a aussi des créateurs. Est-ce que tu es une société ou est-ce que tu es indépendant ? Il y a plein de trucs à réfléchir autour de ça. Mais pour moi, il faut commencer à y aller à tâtons. Et moi, par exemple, les prix ont évolué aussi en fonction de l'audience. Et ça, c'est une autre problématique, mais qui est importante à traiter. Mais c'est que parfois, il y a des marques qui me disent « Ah, au fait, on veut revalider un budget. Du coup, on est parti sur le même budget que la dernière fois. » Je dis « alors, trop cool qu'on rebosse ensemble. » Et je dis « Mais entre-temps, j'ai gagné 150 000 abonnés. » Du coup, malheureusement, les prix ont aussi évolué. Ce qui est normal, je veux dire, c'est la vie. Alors évidemment, la plupart du temps, les gens sont là, quoi ? Mais attends, je comprends pas, quand on a travaillé ensemble, c'était pas ce prix-là. Mais tu dis oui, mais... Et finalement, les gens comprennent très bien. Donc voilà, le conseil que j'aurais donné, c'est essayer de tenter des choses, et après, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Je vous aiderai gracieusement avec grand plaisir. Mais parce que c'est vraiment un sujet qui m'énerve, surtout au niveau des jeunes créateurs. Il peut y avoir parfois un peu pas de l'abus, mais moi je reçois des propositions et je sais que par rapport au prix que je pratique, il y a des trucs où je me dis genre ah oui, donc si ils l'envoient à moi, c'est qu'ils doivent l'envoyer à d'autres, voire même plus avec des offres plus basses, et il faut pas se laisser avoir par ça, quoi. Quand tu sais que ce que coûte une pub sur TF1 avant le JT et que tu vas faire à peu près la même visibilité, tu peux pas recevoir une offre aussi faible. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos grilles tarifaires, je les relirai avec plaisir. En fait, il faudrait qu'on fasse une sorte de baromètre où on sonde 1 millier de créateurs avec des tailles différentes, des audiences différentes, des niches différentes. Et alors, il y a plein de trucs, il y a ça, désolé, ça me fait rebondir sur ça. Il y a beaucoup, sur TikTok notamment, ou Insta, tu peux voir des personnes qui disent, bon voilà, quelqu'un qui a 100 000 abonnés, c'est à peu près ça son tarif et tout. Et moi, à chaque fois, je regarde les trucs, je me dis, quoi, mais alors, rien à voir. Et parfois, je vois des mecs genre, qui ont 3 millions d'abonnés, et on dit, genre, lui, genre, un TikTok, ça vaut 2 000 €. Et t'es là, genre, alors moi, j'ai pas 3 millions d'abonnés, mais je suis à peu près par là, mais du coup, je comprends pas la règle. Et il y a aussi un autre truc, c'est il faut voir par rapport à la qualité de ce que vous faites et par rapport au secteur. Si vous êtes ultra lifestyle, tout sujet, etc., c'est très compliqué parce que vous pouvez avoir plein de produits à mettre en avant. Aujourd'hui, si vous êtes sur un secteur très particulier, du coup, vous êtes ultra légitime pour les marques pour parler de sujets. Et si vous êtes dans le bricolage, par exemple, et qu'il y a une marque de bricolage qui vous contacte, il faut voir que votre message, votre poids, il aura 2 fois plus d'importance que quelqu'un qui va être un peu plus dans le lifestyle et qui va parler d'un voyage ou d'un livre contre de l'argent, parce que finalement, dans son audience, les mecs qui pensent voyage, il n'y en a peut-être que 10%, mais si vous êtes créateur voyage et qu'il y a un office du tourisme qui vient vous voir, vous savez que l'audience, elle est ultra captive et que finalement, elle a envie de recevoir ce genre de conseils. Donc, le conseil est 2 fois plus valorisant pour la marque, quoi. Je me suis perdu, je sais plus ce que c'était la question, mais j'en suis arrivé là. Ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure quand on prenait un café. Et un truc sur lequel j'aimerais bien que tu reviennes, c'est que les créateurs de contenu deviennent plus forts que les agences, voire peut-être même que les marques. Et c'est quelque chose d'intéressant dans ce bras de fer qu'il peut y avoir parfois dans les négociations. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que
tu entends par là? Alors, il y a deux choses. Il y a le fait qu'aujourd'hui, les créateurs, finalement, sont une entrée directe avec les marques. Donc il y a certaines marques qui bypassent les agences. Donc en ça fait un peu de l'ombre aux agences et je pense pas que ce soit très sain. Aujourd'hui, je pense que les créateurs sont beaucoup plus en prise directe avec les consommateurs. Et que parfois, il y a des agences, et je ne fais pas de généralité, mais certaines agences peuvent être un peu hors sol et parler de concepts publicitaires dans les contenus qu'ils veulent mettre en avant. Et on se dit, mais c'est trop dommage, parce qu'en fait, sur TikTok, il faut être dans le vrai. Je prends l'exemple de TikTok, mais TikTok, il faut être dans le vrai. Et si on commence à mettre en avant un message publicitaire, bah oui, vous aurez répondu à la problématique d'agence. En revanche, sur la problématique consommateur, pas vraiment. Et du coup, c'est en ça où je pense que les créateurs sont beaucoup plus, pas forcément plus forts, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes capacités qu'une agence en termes de réflexion, de production, etc. Mais sur de la création de contenu pur, je pense qu'ils comprennent beaucoup plus les enjeux que certaines agences. Et après, c'est pour ça que je ne fais pas de généralité, c'est qu'il y a des agences qui ont très bien compris ça et qui, pour le coup, font extrêmement confiance aux créateurs. Et en ça, c'est ultra agréable de bosser avec elles. C'est qu'il y a des agences qui me contactent, mais qui contactent d'autres créateurs aussi, où parfois, tu es là, genre, oui, je vous fais valider le truc. On te fait confiance. Je veux dire, tu connais ton audience, tu sais la recette qui va marcher. Je parle de recette parce que je fais à manger, mais tu sais la recette qui va marcher, tu sais comment mettre en avant le produit, on te fait confiance. Limite, si tu nous envoies une preview, nous, on est toujours contents, mais voilà. Et aujourd'hui, tu as des marques ou des agences qui comprennent pas ça et qui veulent trop contrôler. Et en contrôlant trop, finalement, elles font un contenu qui perd de sa saveur et qui perd du côté nature que le créateur peut amener d'habitude, quoi. Mon petit doigt m'a dit aussi que tu avais fait un deal avec Pinterest pour amener ton contenu sur la plateforme. J'ai du coup même envie d'aller plus loin, de dire que les créateurs deviennent plus forts que les plateformes. Alors j'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas je trouve que c'est assez symbolique du fait de dire que les plateformes Pinterest, TikTok se battent pour les créateurs de contenu qui deviennent vraiment de plus en plus en position de force. Est-ce que tu peux témoigner un petit peu du deal et de comment ça s'est passé? Alors Pinterest, si tu peux. Ouais, carrément. Pinterest, l'idée c'était d'échanger avec les équipes édito qui ont, il y a un peu des commerciaux pour créateurs maintenant, qui viennent te raconter toutes les nouveautés de la plateforme. Notamment, moi, c'était à l'époque de l'arrivée des épingles idées sur Pinterest, qui mettaient en avant du coup ces nouveaux formats vidéo verticaux, avec des nouveautés qui permettaient, notamment sur les recettes, et c'est ce qui était assez cool, de pouvoir les splitter comme une story, et du coup de pouvoir chapitrer une recette avec des étapes. Et du coup, ils sont arrivés avec ce truc-là en disant, nous, ça nous ferait plaisir que tu puisses arriver sur la plateforme. On a ce nouveau format, teste-le, vois avec eux, etc. Et dis-nous ce que tu en penses. Et c'est comme ça que ça s'est fait, comme ça que je suis arrivé. Moi, je suis dans une logique aujourd'hui d'avoir ces fameux contenus verticaux que je peux réutiliser sur différentes plateformes. Et je me suis dit, pourquoi pas tester sur Pinterest. Et il y a aussi un truc, et c'est pas... je suis pas le côté suiveur, mais tu vois, moi je suis sur Pinterest à titre personnel, j'étais consommateur de contenu, je voyais aussi d'autres créateurs, notamment food, qui y étaient, et je me suis dit, par curiosité, j'ai envie d'y aller. Tu vois, par exemple, j'ai testé Facebook, malheureusement ça me plaît pas, et j'ai pas envie de développer cette plateforme-là. Autant Pinterest, il y a un côté ultra fort, ultra sain, et qui est surtout, par rapport aux autres plateformes, j'arrivais à capté qu'il y avait des gens qui me découvraient sur Pinterest. Là où il y a d'autres gens, notamment Insta, TikTok, où tu te dis, voilà, ça se mélange un peu, les gens me voient, savent plus où ils m'ont découvert, parfois ils sont abonnés, parfois ils sont poussés dans le feed. Voilà, Pinterest, il y a vraiment ce côté genre engagement, ultra focus sur ces produits-là, et dans mon secteur en tout cas, notamment sur la recette, c'est une plateforme qui te permet d'en dire plus sur le contenu de ta recette. Par exemple, et aujourd'hui c'est un peu la battle entre les plateformes, TikTok, gros fan inconditionnel de TikTok, la problématique que j'avais à titre perso, c'est que je pouvais pas mettre la recette sur TikTok, j'avais pas assez de caractères. Donc du coup il fallait que j'épingle genre 2-3 commentaires, donc les gens étaient là, mais où est la recette? Et les autres étaient là genre, ouais, il est épinglé en haut, sauf que j'avais pas eu le temps de mettre tous, donc l'autre commentaire se perdait, donc t'avais la moitié des ingrédients. Aujourd'hui TikTok a changé ça, donc maintenant on peut le faire. Mais donc voilà, les plateformes, elles se cherchent un peu les unes les autres. Et pour revenir à la question initiale, qui était un peu la chasse des créateurs sur les plateformes, je pense que des créateurs explosent sur des plateformes diverses et variées. Et que finalement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt des plateformes à pouvoir les ramener sur les leurs. Tout l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, les créateurs, être sur
1000 plateformes en même temps. Mais je pense qu'on a la capacité d'aller chercher des publics différents, de parler un peu différemment avec les mêmes contenus, mais avec du coup les avantages des plateformes. Du coup, Pinterest notamment était intéressante pour ça. Et après, on en parlera aussi, mais c'est... En tant que créateur, tu es aussi valorisé par les équipes édito sur place. Et notamment, moi, j'ai de très bons échanges avec TikTok et avec Pinterest. Parce que, mine de rien, c'est nos outils de travail. Et sur TikTok, j'ai le moindre problème. Je peux appeler la personne, Emma, si tu me regardes, lui demander s'il y a un souci, le comprendre, lui dire, au fait, j'ai tel contenu qui arrive, est-ce que tu penses qu'il y a des choses intéressantes à faire ensemble ? Ou parfois même, elle m'évoquait un peu en me disant, voilà, les nouveautés à venir, ça va être ça, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent t'intéresser, est-ce que tu as des questions, ou même des tendances, tu vois, et ça, c'est le but un peu des programmes créateurs aussi. Mais sur TikTok, je connais les hashtags avant qu'ils sortent de la front page, parce qu'il y a un programme qui existe justement pour valoriser les créateurs. Super agréable de se sentir valorisé, mais aussi de comprendre les enjeux de la plateforme. Alors, j'ai pas de passe magique, c'est-à-dire que l'algo n'est pas plus gentil qu'avec moi, qu'avec les autres, mais par contre, ça me permet, moi, d'être plus en synergie avec la plateforme, et la plateforme de garantir aussi des cool contenus, parce que elle sait que j'essaye de faire des contenus quali et de m'impliquer avec elle, quoi. Comment est-ce que tu rejoins ce programme ? Est-ce que c'est TikTok qui t'a proactivement contacté ? Tout à fait. Okay. Que ce soit Pinterest ou TikTok, c'est eux qui te contactent. Je pense malheureusement d'ailleurs que l'inverse ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, voilà, il y a des programmes qui existent comme ça. Et il ne faut pas se dire que c'est un espèce d'Olympe pour les créateurs. C'est-à-dire que par exemple, je suis très puissant sur Instagram. Mais si vous me regardez, je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans le programme créateur d'Insta dans lequel je ne suis pas. Mais pourtant, je suis très heureux sur Instagram et tout se passe très bien. Donc, je veux dire, c'est pas un pass pour réussir, ni même quoi que ce soit. C'est juste une valeur ajoutée qui permet de comprendre les enjeux de la plateforme, de pouvoir échanger avec elle. Et aujourd'hui, moi, c'est mon métier. Je suis à 100% sur Woogies. Et c'est cool de pouvoir échanger avec des gens et pas être perdu dans une plateforme comme ça. Mais encore une fois, je le répète, je n'ai pas de secret ni de passe magique. Donc, c'est pas une aide pour réussir à percer. Mais par contre, c'est une détection, quoi. Ouais. Eux peuvent te dire, on a vu tes contenus, ça nous plaît, est-ce que ça te dit que tu rejoignes le programme ? Et ce programme, en fait, te donne un peu les nouveautés. Par exemple, à l'époque, j'avais bêta-testé les playlists sur TikTok. Donc, c'est-à-dire que je pouvais mettre mes recettes en playlist. Donc, c'était cool. Eux m'offraient la possibilité de le tester. Les gens se disaient genre, what the fuck, qu'est-ce que c'est les playlists que tu as sur ton truc ? Et du coup, moi, en échange, je faisais des retours à la plateforme Kali. Et ça fait plaisir aussi de participer au développement, c'est-à-dire qu'ils écoutaient les retours. Les retours étaient même implémentés, tu vois, derrière. Tu dis, c'est vraiment cool, quoi. Parce que parfois, ça peut être un peu, tu vois, pour briller, où ils te disent, oui, tiens, vas-y, teste ça. Tu dis un truc et puis ça change pas. Là, tu peux dire, genre, ouais, ce truc-là, je le trouve pas ultra ergonomique, ou ça fonctionne pas avec mes titres, ils sont trop longs. Ils disent, ah oui, effectivement, on n'avait pas vu. Et du coup, voilà, il y a un vrai échange, une vraie co-construction, et ça, c'est super intéressant. Ok. Et bon, je comprends qu'il n'y a pas de recette miracle pour rejoindre ce programme-là, mais est-ce que tu as des astuces ou des idées pour un gros créateur qui se dit, ok, moi j'aimerais bien être sur le radar de TikTok ou de Pinterest. Comment est-ce que je peux peut-être mieux travailler mon branding pour être plus visible aux yeux de ces marques ? Alors, je vais prêcher pour TikTok là parce que j'ai pas la recette magique, mais sur TikTok, il y a un vrai truc, c'est qu'il y a des gros hashtags qui sont sous le radar des équipes édito. Notamment TikTok, je sais que des hashtags, par exemple BookTok en ce moment, qui est du coup sur les livres, c'est un hashtag qui est très suivi par les équipes édito parce qu'ils en sont très fiers. Et je comprends pourquoi, il est très cool. Mais du coup, ils en sont très fiers et il y a un vrai truc de développer notamment toute cette partie-là sur la création de contenu. Il y a TikTok Academy qui est sur le savoir. Alors moi je l'utilise notamment pour les recettes, mais pour découvrir des choses, découvrir des idées. Il y a TikTok Food, il y a TikTok Sport. Bref, il y a beaucoup de hashtags comme ça en fonction des catégories dans lesquelles tu crées du contenu,
qui est un peu sous le radar. Et du coup, si tu as une vidéo qui pop un peu, etc., l'équipe édito peut se dire « Hey, contenu intéressant ». Le pousser en officiel, je sais pas si vous voyez le petit bloc officiel sur certaines vidéos dans TikTok. Donc sans faire forcément partie du programme, mais eux peuvent se dire, il répond à tous les critères de ce qu'on a envie de mettre en avant dans ce fameux BookTok ou genre TikTok Sport ou TikTok Food. Je vous invite notamment, dès qu'il y a des... alors ça s'appelle encore challenge, je sais pas trop pourquoi. Mais par exemple, tu vois, pour Halloween, sur des grosses actus comme ça, sur Halloween, il y avait un hashtag. Malheureusement, je me souviens plus trop du hashtag, mais ça devait être peut-être basiquement hashtag Halloween. Probable. Mais hashtag Halloween, si tu faisais une recette un peu cool, etc., les équipes essayaient de mettre en avant justement des contenus manuellement. Alors, pas beaucoup, mais du coup, elles se disaient, ok, très bien, ça correspond vraiment à ce qu'on a envie de mettre en avant sur la plateforme. Et du coup, tu pouvais être mis en avant comme ça. Ok, et toi, ça t'est arrivé à plusieurs reprises d'être mis en avant par l'équipe édito sur TikTok? Ouais. Mais alors ça, encore une fois, c'est parce que le contenu plaisait. Évidemment. Et évidemment, à chaque fois, c'est une roulette russe. On est je sais plus combien de centaines de créateurs il y a dans ce programme. Mais l'idée de ce programme, c'est pas d'avoir un pass magique, mais voilà, on est là-dessus. Et aujourd'hui, c'est par exemple, tu vois, fête des grands-mères, tu reçois une petite newsletter qui te dit, au fait, c'est la fête des grands-mères, n'hésitez pas si vous avez des idées à partager. Mais c'est pas envoyez-nous la vidéo et on va la mettre en avant. Donc il y a toujours ce côté-là, mais au moins ça permet de comprendre que finalement TikTok a une saisonnalité dans les contenus qu'il crée, et du coup que c'est intéressant, quel que soit le créateur, de pouvoir mettre en avant des contenus comme ça pour répondre aussi à leurs attentes en termes de visibilité, de création. Et le numéro 1, c'est la qualité des contenus qui va primer, quoi. Ok, mais je me demande du coup, quand tu as été mis en avant, tu as ressenti un impact direct Ah oui, alors quand j'ai été mis en avant, le côté officiel le bloc officiel que tu as là-dessus, je suis pas sûr d'avoir vu une différence palpable. En revanche, et alors là c'est créateur, programme créateur ou pas programme créateur, quand tu es mis en avant sur un hashtag, tu le sens très vite. Même aujourd'hui, j'ai fait une vidéo d'Onigiri. La vidéo, elle fonctionne normalement, j'ai envie de dire. Et puis un jour, tu te réveilles et puis tu vois le truc, tu refresh et c'est 2 millions de vues en genre 12 heures. Et au début, tu te dis, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, finalement, tu te rends compte qu'il a été mis en avant sur un des hashtags, parce que ce jour-là, l'équipe édito t'a pas mis en avant, mais s'est dit, genre, oh tiens, on va mettre sur la page Discover, on va mettre en avant un peu de food cette semaine. Et du coup, les gens voyaient le TikTok food, tu vois, dans les hashtags un peu importants, cliquent dessus. Les onigiri que j'avais fait étaient bien remontés par l'algorithme, et là la vidéo elle prend parce que y a ce truc là. Et après je pense que c'est l'algo qui fait son taf, et si ça fonctionne bien, t'es poussé à plus de monde, etc., et fait boule de neige, quoi. Intéressant, parce que quand on est créateur, on pense beaucoup algo, et on dit on fait notre vidéo, on la met entre les mains de l'algo, mais je pense qu'il y a 2 leviers auxquels on pense pas trop. C'est le SEO, la recherche sur TikTok. Tu vois, j'étais à Bologne et je suis allé sur TikTok, j'ai fait restaurant à Bologne, et je suis pas allé sur Google ou sur Instagram. Et le deuxième, c'est ce que tu dis, c'est les hashtags et la discoverabilité et tout le côté éditorial par les équipes. Et alors sur le SEO, je suis très curieux, malheureusement je pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais je sens qu'en ce moment sur TikTok il y a quand même une grosse partie autour de ça, notamment par rapport au fait qu'on peut mettre une description plus longue. Je pense que du coup ça détecte des mots-clés beaucoup plus. Et alors ça je sais pas si tout le monde a accès à ce truc-là, mais moi notamment quand je cherche, je clique sur mes propres contenus, parfois je vois des recherches associées. C'est-à-dire que sur les recettes que je peux avoir, tu peux cliquer dessus et du coup tu peux voir marqué genre recette pâte à la courge. Du coup parce qu'il y a des gens qui ont recherché ce truc-là et qui sont tombés sur le contenu. Je vois ça aussi sur mon TikTok, mais parfois les recherches associées n'ont rien à voir avec la vidéo. Oui, bien sûr. C'est très chelou. Et tu te demandes comment ça s'est fait. Mais même en tant que créateur, quand parfois on poste des vidéos, je me dis, est-ce que c'est nous qu'on peut décider de ça? J'ai l'impression que c'est complètement aléatoire. Enfin, aléatoire non, mais en tout cas... Pour le coup, là, j'ai pas la réponse. Mais j'imagine que c'est les recherches les plus utilisées pour amener à cette vidéo-là, quoi. Comme tu peux avoir notamment sur YouTube aussi, où on te dit quelles sont les recherches qui ont poussé les gens à tomber sur cette vidéo-là.
Mais alors, ouais, effectivement, je pense que le SEO, c'est un truc qui est en train de se développer à fond. C'est en train de se développer. Et aujourd'hui, il y a aussi une battle des plateformes sur Google, parce que ça m'arrive pas souvent, mais parfois je Google Woogies sur Google. Mais du coup, il y a ce truc de se dire, ok, quand tu tapes Woogies sur Google, tu as des recettes qui remontent et tu as un peu la battle à quelle plateforme mettra en avant le contenu. Et tu t'amuses à taper genre Woogies recettes de pâtes et tu essayes de voir. TikTok, par exemple, a des espèces de snippets, c'est un peu cool où tu vois les TikTok qui s'affichent un peu. Pinterest aussi, parce qu'ils ont un bon SEO sur le truc. Instagram, un peu plus complicados. Mais du coup, les plateformes, elles sont aussi sur ce jeu-là de mettre en avant, parce que je prends mon exemple par rapport aux recettes, aussi encore une énorme partie des gens qui se disent bah, tiens, je vais chercher une recette de pâtes rapide et ils cherchent comme ça. Évidemment, YouTube est bien mis en avant sur Google, mais ouais, il y a un peu aussi ce délire SEO là qui est bien présent, que ce soit dans Google ou intra-plateforme, quoi. Très cool. J'ai envie de t'emmener sur un autre sujet. Tu as écrit un livre qui est actuellement en précommande sur la Fnac et Amazon, si je dis pas de bêtises. Et chez votre libraire préféré. Et chez votre libraire. Est-ce que tu peux nous raconter déjà pourquoi tu as voulu écrire un livre et comment on s'y prend quand on est créateur de contenu et qu'on veut faire un livre? Alors déjà, merci de m'amener sur ce sujet-là. Effectivement, du coup, j'ai écrit un livre. Ça me fait très bizarre de le dire parce que j'étais très mauvais en français. Je rêve qu'une prof de français tombe sur ce podcast ou sur ce livre. Mais donc du coup, ouais, je sors un livre le 30 novembre prochain. Ça fait longtemps que je travaille sur le projet parce qu'à l'inverse des plateformes où tu peux créer un contenu en une journée, c'est beaucoup plus de travail. Et à la fois parce que typiquement, moi, je sors une recette par une recette, mais là il y en a 150 dans le livre, donc du coup il faut quand même les bosser, les travailler, les shooter, les écrire et écrire tout l'à côté, plus fabriquer le livre. Donc c'est un gros boulot, mais c'était un boulot qui était passionnant. Moi j'avais pas forcément l'objectif d'écrire un livre. C'est pareil, je pense que quand le truc commence à un peu marcher, t'as un peu ce end goal, parce que moi je suis fan de livres de cuisine, j'ai une bibliothèque de livres de cuisine énorme, donc t'as un peu ce truc de te dire allez un jour peut-être, mais c'était pas un objectif, tu vois, j'ai pas démarché les maisons d'édition en me disant voilà le projet, etc. C'est plutôt, j'ai eu la chance que ce soit plutôt l'inverse, et il y a une maison d'édition avec qui ça a bien marché. J'avais écrit un petit synopsis parce que je sentais qu'il y avait plusieurs personnes qui commençaient à venir me voir, et du coup je me suis dit ok, il commence à y avoir un espèce de truc qui se crée, des discussions, etc. Donc c'est quoi le projet si jamais je fais un livre? C'est quoi le projet que j'ai envie de faire? Donc là, vous verrez, il n'y a pas ma tête sur la couverture. Du coup, ça faisait partie un peu des objectifs, mais je voulais pas faire un ego trip sur ça. Je voulais faire un vrai projet de cuisine qui soit pas un projet de livre de fin d'année, mais vraiment un truc qui marche vraiment sur toute l'année pour les gens qui ont envie de se développer, d'aller plus loin dans la cuisine. Et voilà, c'est un objet qui regroupe un peu mon univers, mes idées de recettes, mais c'est pas ma vie et mon œuvre, donc c'est plus vraiment pour les gens qui ont envie de se développer. Il y a des techniques, des pas à pas, c'est un support qui est totalement différent de la vidéo, donc c'est des contraintes aussi, mais qui te permettent de te développer créativement. C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, moi, on en reparlera peut-être après, mais je me relance sur YouTube avec des vidéos longues de 5 minutes. C'est carrément plus simple d'expliquer comment lever les filets d'un poisson en 5 minutes dans une vidéo qu'en 12 photos sur une page imprimée. Donc c'est des contraintes qui sont ultra intéressantes. Et après, j'avoue qu'il y a quand même ce truc de l'objet qui est un truc un peu inexpliqué, mais déjà, ça fait plaisir à ma grand-mère. Mais non, mais au-delà de ça, ça me fait plaisir aussi. Il y a un espèce de truc d'appartenance. C'est-à-dire qu'une fois que tu as un livre, les gens possèdent une partie de toi, tu vois. Et je parle pas de la possession physique, mais tu vois, ça veut dire que le livre, je vais verser une petite larme, mais le livre, c'est celui des gens qui vont l'acheter, tu vois. Et je le dis même dedans, c'est-à-dire que ce livre, maintenant, c'est le vôtre, quoi. Une fois que vous l'avez entre les mains, moi, il m'appartient plus, il est à vous. C'est vos recettes que vous allez créer, parce que vous ferez pas exactement la même, vous allez la repartager avec des amis, des proches. Et en fait, ce truc-là, après, il y a un espèce de côté un peu magique qui se crée. Et j'avais envie de me lancer dans cette aventure-là, et on verra comment ça fonctionne. Mais ouais, c'est un vrai projet ultra intéressant. Tu as été accompagné d'un point de vue éditorial pour écrire le livre? J'ai évidemment la maison d'édition t'aide, c'est-à-dire que quand tu travailles avec une maison d'édition, alors je fais pas de généralité non plus parce que j'en ai travaillé avec une, mais en tout cas elle t'accompagne sur comment construire un livre, parce qu'il y a aussi ça aujourd'hui.
T'as ce truc de te dire, t'es créateur de contenu, en fait, qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir une imprimerie et de créer un livre? Sauf que créer un livre, c'est un vrai taf, quoi. Donc, comme tous les métiers, si t'as mal aux dents, tu vas voir un dentiste. Là, c'est pareil. Donc, il y a vraiment ce truc de se dire, ils savent faire. Et par exemple, il y a des choses où, au début, tu te dis, tu vas te lancer dans l'aventure, mais par exemple, ils ont un regard sur le livre et ils vont te dire, ces 2 photos, elles marchent pas l'une à côté de l'autre. Et tu dis, pourquoi? Et ils vont t'expliquer avec genre 5 raisons pourquoi tu peux pas mettre telle photo après telle photo, parce que en termes de lecture, de confort, de lisibilité, il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas, et il y a des choses auxquelles tu vois, moi je m'étais dit vas-y, on va faire ça va être cool, et ils vont me dire non, c'est pas possible pour telle raison, ils vont t'accompagner, ils vont t'aider aussi. Après il y a beaucoup de liberté, donc ça c'était chouette, et ils me faisaient confiance. J'ai la chance de pouvoir avoir ma copine aussi, avec qui on ping-pong beaucoup pour échanger. Elle a trouvé des très bons jeux de mots, je vous inviterai à les lire, notamment celui qui est sur la couverture, qui est tout a un début, surtout la fin, F-A-I-M. Et donc voilà, l'idée c'est de travailler à la fois avec la maison d'édition, qui va aussi parfois te ramener dans le droit chemin en te disant genre ça c'est nul, et voilà, donc très intéressant. Et je me suis perdu dans la question, mais en tout cas, c'est chouette de pouvoir, d'être accompagné, notamment pour l'écrire. Après, je vous rassure, et c'était une vraie volonté, il n'y a pas beaucoup de blabla. Il y a vraiment des recettes, des techniques. Les seules pages où il y a un peu de blabla, j'ai essayé de les faire intéressantes, parce que c'est ça aussi qui est cool avec un livre, c'est que tu le fais, enfin en tout cas moi je l'ai fait comme j'aime avoir un livre de cuisine. Donc il n'y a pas ma vie, mon œuvre, comment je m'appelle, d'où je viens. Je crois même d'ailleurs qu'il n'y a même pas le mot TikTok, Insta, YouTube dans le livre. Tu vois, c'est vraiment un projet à part entière qui était vraiment différent. Et notamment là-dessus, c'est de se dire qu'il y a des pages que je vais appeler interludes, par exemple sur le vin, le fromage, etc. Mais c'est vraiment un truc où j'ai essayé de le condenser en une page, et j'essaye de mettre des informations un peu clés, des trucs un peu décalés, une idée de recette, un petit truc rapide, mais qui rendent ce contenu intéressant. Là où parfois, moi, dans certains livres, il y a des trucs où tu te dis, bon, ça c'était pour combler, quoi. Et donc voilà, essayer de le faire le plus funky possible. Toi, tu t'étais beaucoup formé avec des livres de recettes, et donc c'est un peu un moyen de boucler la boucle, j'ai envie de dire, de retransmettre aussi. C'est clair, mais du coup c'est tout l'enjeu, quoi. C'est-à-dire que je me suis beaucoup formé avec les livres, beaucoup inspiré, découvert des choses avec les livres, et t'as un peu ce côté genre, ok, maintenant il faut le faire. C'est ultra stressant, ça empêche de dormir, mais t'as un côté effectivement bouclé, et surtout il y a un vrai truc de passation, et la cuisine par exemple c'est un vrai truc, on en parlera peut-être, mais notamment tu vois, il y a plein de gens qui disent ouais, le plagiat, t'as copié cette recette, les gars, c'est pas moi qui ai inventé la blanquette, mais c'est pas non plus le mec qui a fait une vidéo la semaine dernière. Donc il y a un peu ce truc aussi de réussir à s'approprier des recettes, à les comprendre, à les transmettre, et justement le côté transmission et que les gens s'approprient un truc, je trouve ça ultra cool, quoi. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une communication verticale en mode genre voilà, je suis Woogies, je vous donne le secret des dieux. C'est de dire bon bah voilà, moi j'ai bossé un peu comme on parlait tout à l'heure du côté curieux obsessionnel, ça fait genre du coup des années que je me bouffe de la cuisine de toutes parts, et du coup je vous transmets un peu tout ce que j'ai chopé par-ci par-là, mais voilà, c'est un peu une passation de ce que j'ai pu apprendre, et de transmission, quoi. Donc c'est trop cool. Ça me fait penser à, tu vois, tu dis le sujet de la blanquette par exemple, effectivement tu vas pas réinventer toutes les recettes. Ça me fait penser au sujet de ta ligne éditoriale. Comment tu décides de quelle recette tu vas faire, et comment tu t'organises? Est-ce que tu sais déjà sur les 2 prochains mois je vais faire tel plat qui vont arriver? Comment ça fonctionne dans ta tête? Alors il y a un côté ultra... en fait il y a 2 aspects. Depuis 2 ans, je suis vraiment sur le côté vraiment instinctif, genre des trucs qui me plaisent, des recettes que je teste, ou des recettes qu'on me fait découvrir. Tu vois, j'ai un pote qui m'avait fait des moules mascarpone chorizo. Je lui ai bien piqué, vu qu'elles sont dans le livre, sur mon compte Insta, etc. Et tu vois, il m'a fait cette recette-là. Évidemment, il m'a pas passé la recette ligne par ligne, mais comme tu vois, il y a un peu de cuisine instinctive, tu te dis putain, c'est pas mal, chorizo, mascarpone, ça marche bien. Du coup, tu rentres chez toi, tu la testes, ça marche, tu fais ok, c'est trop cool. Tu te dis vas-y, ça, faut trop que je la fasse. Du coup, je lui fais une petite dédicace sous la vidéo en lui disant la recette du poteau. Mais tu as ce truc là un peu de dire bon, bah ok, cette recette là je la prends. Il y a un truc qui est aussi de la saisonnalité.
moi j'essaye de réfléchir, encore une fois, là je l'adapte à mon profil cuisine, mais tu vois là c'est la saison des courges qui arrive, tu dis qu'est-ce que je fais avec une courge, parce que la grosse problématique des courges c'est quand même tout le monde se dit ok c'est cool mais je fais quoi avec cette merde, il y en a partout dans les supermarchés et chez le primeur, qu'est-ce que je fais avec, et du coup l'idée c'est de trouver une recette un peu funky que les gens aient envie de reproduire et qui soit pas une soupe, même si j'ai fait une soupe à la courge l'année dernière qui a très bien marché. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, sur la cuisine, ce qui est cool, c'est que tu réfléchis en fonction de la saisonnalité. Les gens sont très contents en plus que tu défendes ce truc-là. J'avais fait pour l'ouverture de la Saint-Jacques l'année dernière, tu vois, le jour de l'ouverture, une publication sur la Saint-Jacques. Et ça prend de l'ampleur parce que les gens sont là, ouais, la pêche est ouverte, c'est génial. Et ça crée un vrai sujet de discussion autour de ça. Et après, il y a aussi il y a un peu de kiff. Moi, je cuisine souvent, donc il y a des recettes que tu testes. Et après, il y a des trucs où il y a un peu la page blanche, hein, on va pas se mentir. Il y a des jours où tu es là, qu'est-ce que je fais ? Ça, je l'ai déjà fait. Ou parfois, tu te dis, je vais faire cette recette. Et tu te dis, mais non, il y a un tel, j'ai envie de la faire parce qu'il y a un tel qui l'a fait la semaine dernière. Je peux pas, enfin, tu vois, techniquement. Donc, du coup, tu réfléchis à des trucs. Il faut essayer de faire des choses comme ça. Et du coup, ouais, il y a un peu d'instinct, il y a un peu de prévision. Et là, sur YouTube, par exemple, du coup, je tourne tout en avance, alors que sur le reste, je fais un peu au fur et à mesure. Sur YouTube, je prends de l'avance sur la création des vidéos, vu que je tourne tout en une fois. Donc là, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à 8 recettes d'un coup, et qu'elles ne se ressemblent pas. Et après, surtout, il y a un truc où moi, je le sais, comme je disais tout à l'heure, curieux obsessionnel, c'est-à-dire que tu vas faire une liste de recettes, et puis tu te rends compte à la fin qu'il y a genre 4 recettes de pâtes et 4 recettes d'inspi plutôt japonaises. Et tu dis, non, il faut que je réussisse à équilibrer. Et du coup, après, tu te perds un peu, et tu dis, ok, il y a que du riz et des pâtes, donc il faut faire autre chose. Du coup, c'est un peu compliqué de trouver une vraie cohérence. Mais c'est tout l'enjeu de tout ça. Et l'idée, c'est d'être le plus naturel possible, je pense, dans la manière de le faire. Je me suis rendu compte que, tu vois, les 3 dernières vidéos que j'ai enchaînées, je pense que c'est des pâtes sur Insta. Et finalement, tu vois, dans ma tête, je rumine la nuit en me disant, putain, t'es trop con, tu peux pas faire attention quand même, machin. Et finalement, tu te dis, mais les gens s'en foutent, il y a personne qui va te juger parce que t'as fait 3 recettes de pâtes à la suite. Donc il y a vraiment ce truc aussi de dire, les gens, ouais, t'as une période pâte, je veux dire, il faut y aller, quoi. Donc il faut aussi un peu se détacher du regard des gens, et puis personne va se désabonner en se disant, ok, trop de pâtes, tu les pâtes. Donc voilà. Il y a un truc sur lequel j'essaye de faire très attention, c'est sur les recettes carnées et végé. Moi, dans la vie, je mange moins de viande, j'essaie de manger mieux, mais du coup, beaucoup moins. Et j'essaie juste de faire attention parce que parfois, par la force des choses, je peux enchaîner des recettes un peu que viande. Et tu vois, genre 2-3 recettes, tu fais pas gaffe, t'as genre une carbo, un machin, un truc, et tu dis, ah merde, j'ai mis de la viande un peu partout. Et ça, c'est un vrai truc que j'essaye d'équilibrer parce que les recettes végé, elles fonctionnent très bien parce que je pense que les gens ont envie de manger plus végé dans leur vie. La grosse problématique, c'est l'inspiration. Donc, moi, c'est des recettes qui me tiennent à cœur. Donc, c'est juste cet équilibre-là que j'essaye de garder, mais sinon, tout le reste, il faut essayer d'aller au max à l'instinct, quoi. Trop cool. Tu parlais du syndrome de la page blanche et des nuits qu'elles tu rumines. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment le fait d'être créateur de contenu, ça a pu impacter déjà ton quotidien et aussi ta santé mentale d'une certaine manière ? On en parlait un peu en préambule tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un côté très fancy au côté créateur de contenu. Le côté genre ta vie, c'est genre faire tes courses, faire à manger et manger. Finalement, aujourd'hui, c'est des journées qui sont... alors, je me plains pas, attention, mais c'est des journées qui sont très intenses. Et tu vois, il peut t'arriver, genre mardi, là, j'ai tourné 3 vidéos pour YouTube, tu fais 2 montages de vidéos Insta, plus 4 voix off, une voix off pour YouTube. Du coup, tu fais des journées genre de 14 heures. Et pour les gens, ils se sont dit, genre, il a rien publié sur Insta, le mec, il se touche. Alors qu'en fait, tu bosses tout le temps. Donc il y a un vrai truc de se dire que c'est compliqué de différencier tes journées de tes moments perso, pour une raison qui est évidente, c'est que tu as un métier qui est quand même très cool. Et donc c'est en ça que je me plains pas, c'est que c'est un truc qui est très cool, mais tu as très vite tendance à être dans ton canapé le soir et à te dire, ah tiens, je vais regarder si la vidéo prend bien ou machin. Et donc tout mon objectif de 2023, c'est, alors je deviendrai pas Cyrus North, mais on va faire du dev un peu perso, et essayer de se dire, ok, on va essayer de réussir à scinder le côté perso et pro du coup, et de lâcher un peu ce truc-là. Mais ça a un vrai impact sur ta vie personnelle, très positif, mais du coup il faut faire gaffe à ce que ça déborde pas trop. Donc ça, il y a un vrai enjeu là-dessus, excusez-moi. Et
on en parlait tout à l'heure, moi j'ai réussi à scinder un peu l'alias Woogies et ma vie perso. Je raconte pas trop ma life sur les réseaux, ce qui me permet de plus facilement, tu vois, débrancher. Malgré tout, t'as quand même ce truc où tu penses tout le temps. Moi je fais à manger, donc tu vois, le soir, comme pour éviter de mourir, c'est plutôt cool de manger. Bah forcément, tu fais une recette, mais tu te dis, attends, ça, faut peut-être que je la fasse pour les autres. Mais il y a une question, comme tu me la poses pas, j'y réponds. Mais tous mes potes me posent la question, mais ça te saoule pas de faire à manger? Parce que le week-end, quand je suis avec des copains, j'y vais notamment ce week-end, c'est moi qui fais la liste des courses et des menus. Évidemment. Et les gens sont un peu là, genre gênés, ouais, mais peut-être ça te saoule, parce que les gens sont assez intelligents pour comprendre que du coup, maintenant, c'est ton taf. Et en fait, il y a un vrai truc, c'est que faire à manger devant les vidéos, ça j'avoue qu'il y a un moment où parfois quand on fait 2-3 dans la journée, à la fin de la journée t'es là, j'en peux plus, c'est pas que ça te saoule, mais tu vois, c'est prenant, tu réfléchis à la caméra, à la lumière, à est-ce que ça t'es dans le bon sens, est-ce que ça les gens ont les produits à la maison, est-ce que ça je peux le refaire. Le fait de cuisiner pour moi ou mes proches, tu mets ce que tu veux, quoi. Tu y vas à fond, tu dis du kimchi, personne n'a ça chez lui, c'est pas grave, vas-y, on en met. Et en fait, tu te mets un podcast dans les oreilles, je suis très podcast en cuisinant, tu découpes tes petits légumes, tu te fais à manger le soir, et là, il y a personne qui te demande, genre, là, t'es dans l'ombre, là, t'es dans le machin. Et du coup, c'est trop chouette de pouvoir continuer sur ça. Mais effectivement, en termes de santé mentale, il y a un vrai truc où t'es 100% impliqué dans le projet, et du coup, c'est dur parce que c'est un taf à 100%. Et même, t'essayes de partir en vacances, quand tu pars en vacances, finalement, t'es rattrapé très vite par le truc parce que ton esprit te dit « Ah tiens, ça peut être cool de faire une petite story sur ce petit marché dans le sud de la France, etc. » Et tu fais « Putain, bah non, voilà, je suis retombé dedans. » Et en même temps, ça fait partie du jeu, donc il faut réussir à trouver le juste milieu, quoi. C'est quoi ta plus grande peur en tant que créateur ? Il y a une peur chronique qui est, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est je vois un peu la communauté comme une entité, genre une personne, tu vois. Évidemment, j'ai bien compris que c'était plein de personnes, je vous rassure, mais t'as ce côté où t'as l'impression que si tu fais un faux pas, si t'as une recette qui plaît moins ou autre, que tout peut s'arrêter. Pas que tout s'arrête d'un coup, genre en mode ouais, ciao, tu nous as saoulés, mais que tu vois, les gens se disent bon bah ok, non, cette recette elle est moins bien, au revoir. Et en fait, tu essaies de redevenir un peu pragmatique et tu te dis bon, il y a un algorithme, tout le monde ne voit pas tous les contenus et aussi je sais qu'il y a un turnover, tu vois, il y a des gens qui étaient à fond au début, qui me voient moins, d'autres qui viennent d'arriver, donc il y a vraiment un truc comme ça mouvant mais la crainte c'est en vrai, c'est quand même trop cool, tu vois ce qui m'arrive, il y a un côté génial, tu partages ta passion, les gens te suivent, te remercient, te refont les recettes, t'envoient les recettes, enfin c'est génial. Il y a toujours ce côté, mais ça je pense que c'est genre demain tu gagnes à l'euro-million, t'as peur qu'on te retire l'argent, bah là c'est un peu la même chose, t'es là genre ok, j'ai un vrai truc comme ça, et t'as la pression de te dire il faut vraiment que j'assure le truc. Et par exemple, il y a une semaine où je fais pas de contenu, ma meuf, elle va me tuer si je le dis, mais c'est vrai que t'es un peu là à penser, genre toutes les 2 minutes, en mode, oh, ce serait quand même pas mal que je filme une petite recette là, pour qu'on fasse un petit contenu pour les gens, parce que t'as peur que les gens t'oublient, en fait. Et en fait, c'est terrible, mais c'est pas vrai. Dès que tu repostes une recette, les gens étaient là, ouais, c'est cool de te retrouver. Il y a même des gens qui ont même pas vu que t'étais parti. Et donc, il y a ce truc-là, un peu, la peur que tout s'arrête, quoi. Et comment tu peux mitiger ça ? Bah, je te dis, il y a déjà le premier truc qui est de se dire que techniquement, c'est pas possible, à part si demain t'es associé. Enfin, tu fais un truc, et ça, je peux le comprendre très bien, genre. Tu fais un truc un peu con, une phrase un peu débile, un truc qui a pas de sens. Les gens peuvent un peu quitter le truc et quitter le navire. Sauf qu'a priori, je fais de la cuisine, donc il n'y a pas trop de risque là-dessus, même si tu as des extrémistes un peu partout. Mais donc du coup, ça, il peut pas trop t'arriver ça, donc il faut réussir à le rationaliser. Et après, il y a aussi un autre truc, c'est... je pense que c'est une espèce de petite étincelle qui te permet justement de rester dans le bon truc, dans le droit chemin et de continuer à le faire. Après, il faut aussi se dire que si tu pars un mois, alors les plateformes te diront le contraire, mais si tu pars un mois, en vrai, tu reviendras toujours, tu peux toujours être un peu dans le game. Et l'algorithme, tu tombes pas dans les fins fonds de l'algorithme et tu recommences pas au début à chaque fois, quoi. J'ai la chance d'être incarné, donc les gens aussi, je pense, oublient pas ma tête. Ouais. Mais ouais, c'est un vrai enjeu là-dessus.
Et puis toi, tu diversifies bien aussi ta présence sur différentes plateformes, tu vois, Pinterest, Insta, YouTube, TikTok. Carrément. Donc tu minimises le risque. Il y a ça, et par exemple, alors ça, tu vois, c'est la peur que tout s'arrête qui me fait avancer, mais par exemple, là, je reviens sur YouTube, parce que ça, j'avoue, c'était un vrai kiff du départ. Les premières vidéos YouTube, elles sont très drôles d'ailleurs à regarder, j'ai les cheveux jusqu'aux épaules, et je fais des montages vraiment à l'arrache, mais c'était vraiment mon envie principale. Ça a cartonné sur les formats courts, parce que je me suis dit, vas-y, on va sur YouTube, sauf qu'en fait, je pouvais faire que 2 vidéos par mois, ça demandait beaucoup de taf, c'est beaucoup de boulot de filmer, de monter, de faire les voix off, etc. Et je m'étais dit, entre les vidéos, ça peut être cool de créer du petit contenu un peu comme ça pour exister, tu vois. Toujours dans cette mécanique de faut pas que les gens t'oublient entre chaque vidéo. Et du coup, tu crées des vidéos courtes, le truc cartonne parce que l'avènement de TikTok, des Reels, etc. Du coup, maintenant, je suis bien installé dans ce truc-là. Mais c'est de se dire, ok, peut-être que je peux revenir maintenant sur la plateforme YouTube, reprendre un peu du temps long, refaire des contenus qui me donnaient envie à l'époque, sans oublier les autres, parce que justement, je continue à créer sur ces autres-là. Mais justement, cette peur de se dire, ok, faut que je sois bien présent, bien implanté, te permet aussi créativement d'aller sur des nouveaux formats, de tenter des nouveaux trucs, et de voir si ça marche, de voir si ça marche pas. Donc non, pour ça, c'est excitant, quoi. Est-ce que tu as une peur aussi de l'inconnu, au sens où créateur de contenu, c'est un métier qui est très nouveau, et d'ailleurs créateur de contenu court, type TikTok, Reels, c'est encore plus nouveau, ça a 2-3 ans. La peur de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire dans 3, 5, 10 ans? Ça te traverse l'esprit? Complètement. Je pense qu'il y a un vrai truc sur les créateurs de contenu. Il faut voir ça comme les sportifs, tu vois. Je pense que faut être conscient que tu peux avoir une période assez courte. Alors, tu peux être comme certains joueurs qui jouent 20 ans et qui sont là dans le game pendant 20 piges et où tu les suis, etc. Mais je pense qu'il faut dès maintenant préparer l'après. Du coup, il y aura peut-être des coachs de créateurs de contenu. Qui sait, tu deviens entraîneur de l'équipe de France de TikTok. mais non, mais du coup, je pense qu'il y a toujours un peu ce... Moi, je sais que j'avance un peu comme ça, mais c'est de se dire que ça peut s'arrêter. Alors, je suis pas fataliste, hein. Je me dis pas que demain il y a toutes les plateformes qui tombent, on se retrouve tous à la rue et tout, mais ça peut, tu vois, il y a un moment pour une raison ou une autre, je sais pas, et ça c'est c'est la triste réalité, et je le vois sur certains, notamment sur Insta, les gens qui bossaient à fond sur le visuel, tu vois, quand on est passé au 100% vidéo, tu vois, t'as un peu les gens qui étaient là, genre, mais les gars, moi je suis photographe en fait, je suis pas vidéaste, donc je fais comment pour continuer d'exister, voilà. Donc tu sais que demain, imaginons, il y a un nouveau format qui claque, on se dit tous finalement, la vidéo c'est chiant, ça prend du temps, revenons à la photo. Moi, je sais pas faire de photos, quoi. C'est-à-dire, sur mon compte, il n'y a pas de photos, il n'y a que des vidéos. Donc, il y a aussi ce truc d'être préparé à un changement de tout ça. Moi, j'essaye d'un peu d'occuper le terrain en me diversifiant sur pas mal de choses. Là, il y a le livre, tu vois, qui arrive. Il y a marqué tome 1 sur la couverture. Donc, ça impliquera, j'espère, très vite le tome 2. Mais donc, tu vois, d'avancer sur des formats comme ça. Il y a YouTube qui arrive. Tu vois, moi, j'aimerais aussi me développer sur d'autres supports, même plus longs, tu vois, revenir sur les plateformes, genre type Netflix, faire des productions de contenu un peu plus fat. Ça, c'est des vrais end goals aussi. Mais c'est de se dire, bah voilà, comment tu fais tout ça. Le plus dur, je crois, c'est de réussir à être bon sur tous les niveaux et de réussir à exister et de mettre un peu les mains partout. Mais c'est compliqué, hein, tu vois, ça m'est arrivé il y a 1 an d'avoir une baisse d'algo, genre vraiment tout ce que je suis, le shadow ban n'existe pas, il faut juste se dire que ton contenu intéresse moins, et c'est ce qui s'est passé. Je pense que tu vois, fondamentalement ça intéressait moins les gens à ce moment-là, parce que j'avais pas les bonnes idées de recettes, parce que j'essayais de bosser, mais que finalement je pense que je me perdais un peu dans le truc. Ça te met un coup de fouet et tu te poses 2 secondes et tu dis, moi alors il est où le souci, comment on essaye de bosser là-dessus, et ça te remet dedans. Mais tu vois, cette crainte là de dire, à ce moment là t'as un peu tout parce que j'avais déjà j'étais à 100% sur le projet, et c'est là où tu te dis, ok, c'est fragile quand même, ça peut pas s'arrêter d'un coup, il n'y a pas un effondrement en une nuit où tout disparaît, mais t'as un peu ce truc de te dire, ok, c'est quoi l'après. Donc je pense qu'il y a un peu ce truc d'essayer un peu de travailler là-dessus, pour être le plus pérenne possible, quoi. Et surtout, ce qui est dur, c'est de continuer. Moi, je sais que ce qui va être dur, c'est de me dire, putain, mais tu vois, on a des métiers où, tu vois, nos parents, ils peuvent être restés 30 ans dans la même boîte. Moi, si tu me dis pendant 30 ans, tous les jours, tu dois filmer une recette, il y a un moment où, je vous dis pas que je vais pas le faire, mais où il va falloir que je trouve d'autres trucs pour m'éclater, pour continuer à être bon, à être créatif, parce que sinon, il y a un moment où forcément, tu te perds dans cette routine-là. Donc, il faut aussi qu'il y ait des nouveaux formats, qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent. Et ça, pareil, tu vois. Là, je me lance sur YouTube. Du coup, forcément, c'est un peu le début, un peu moins actif sur les autres plateformes. Là, ça revient parce que j'ai permis d'instaurer
de faire plus de contenu YouTube, donc je peux me remettre à fond sur les autres. Mais tu vois, il y a ce truc de dire, putain, il faut faire gaffe aussi. C'est-à-dire que si tu te lances sur un projet, faut pas oublier de là où tu viens pour continuer, parce qu'il y a des gens, tu vois, je me suis lancé sur YouTube, tu l'annonces un peu sur tes réseaux, il y a des gens qui disent ouais mais alors moi je suis pas sur YouTube, donc t'as intérêt à continuer à publier ici. T'es là genre ouais faut pas que je me perde non plus, donc il faut vraiment c'est un juste et savant mélange à créer quoi. Plein de projets en tête. Le Endgame de Netflix, je trouve ça beau. J'imagine que t'as consommé Chef's Table évidemment plusieurs fois. J'ai vu aussi, je crois sur LinkedIn d'ailleurs, qu'il y avait quelqu'un qui t'avait rejoint dans ton équipe, avec qui tu bosses. C'est quelqu'un que tu as employé full-time, qui fait quoi? Alors il y a ma copine qui maintenant on est à 2 sur le projet. Ah d'accord, donc c'est ta copine. Du coup alors si c'était une femme, c'est ma copine. Okay, si c'était un homme, c'était du coup Xavier, qui est maintenant la personne qui m'aide sur les vidéos YouTube notamment. Moi j'avais un vrai enjeu sur YouTube, c'est que j'avais envie de produire un truc ultra quali. Parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui les gens consomment YouTube, ça devient une alternative aux plateformes de contenu long, mais que du coup il faut que le contenu soit quali, le son, l'image, etc. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir, et on parlait, tu vois, du côté une société, un truc qui évolue, permet de réinvestir ça. Et donc aujourd'hui, voilà, je le paye, tu vois, comme un prestat, même si c'est quelqu'un, je veux dire, avec qui je suis assez proche. Mais du coup, tu as ce côté-là vraiment de dire, je délègue cette partie-là, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi. Et c'est un truc que je pourrais faire, tu vois. Aujourd'hui, finalement, c'est moi qui filme et qui tourne et qui fait les voix off de toutes mes vidéos. Donc c'est pas un truc que j'ai externalisé. Mais YouTube, je suis convaincu que sur des formats longs comme ça, tu peux avoir un truc qui est beaucoup plus professionnel, et surtout il le fera beaucoup plus vite que moi, et surtout ça me dégagera du temps pour pouvoir continuer à faire le reste, et pas du coup dire bon désolé gars je suis sur YouTube donc je peux plus faire de vidéos verticales. Donc il y a un peu ce truc de pouvoir être au four et au moulin avec ça. Et donc du coup maintenant il y a Xavier qui m'aide là-dessus, et ça c'est aussi le truc qui est cool quand tu lances ce genre de projet, c'est que par exemple c'est une pote qui a fait les photos du livre, et donc du coup c'est trop agréable de bosser avec des gens que tu connais, et de créer une sorte de petite team. Du coup Woogies ne devient pas une tour à la défense, mais par contre je suis convaincu que tu vois le talent des gens, c'est-à-dire que techniquement je sais prendre une photo pour aller dans un livre, mais c'est pas mon taf. Il y a des gens qui savent mieux le faire que moi, qui ont un œil, etc. Et le fait d'avancer me permet de me dire, il y a certaines choses les gens le font mieux que moi, quoi. Et c'est de réussir à réunir les bons talents pour pouvoir faire ça. Il y a les trucs dans lesquels je sais que je suis bon et où je le garderai toujours. Et après, il y a des trucs sur lesquels je sais que je peux faire confiance à d'autres gens, quoi. C'est quoi justement ta zone de génie, le truc que tu veux garder vraiment en toi? Parce qu'on pourrait avoir l'argument de dire il y a sûrement des meilleurs chefs que toi, il y a des meilleurs monteurs, filmeurs, enfin tu peux toujours trouver quelqu'un qui fait quelque chose mieux que toi. C'est quoi vraiment la zone sur laquelle tu te dis ça c'est moi, c'est mon identité et je vais pas déléguer? Si seulement il y avait qu'une zone de génie, ça serait facile. Il y en a tellement. Non, il y a un truc qui est quelque chose que j'ai post-rationalisé, j'en suis rendu compte après, c'est la voix off. En fait, j'ai mis du temps à le comprendre. Des gens que je connaissais pas qui me disaient mec t'es trop sympa, t'es trop drôle, tu me fais trop marrer. Je dis mais juste je raconte comment cuire un saumon, donc et en toute honnêteté, il y avait un truc où je comprenais pas tous les gens qui disaient putain t'es trop drôle, t'as l'air trop sympa, viens, j'arrive chez Watt, on mange et tout. Et tu sais, j'avais un peu ce côté genre les gens sont super friendly, j'adore, etc. Et j'ai discuté avec des gens que je rencontrais, et ils me disaient mais il y a un truc, et je m'en rendais pas forcément compte, mais c'est que dans cette voix off, j'arrive à transmettre pas mal de choses. Et ce côté, justement, genre proximité, le côté sympa, amical, alors que j'ai pas l'impression non plus de raconter des blagues, mais dans la manière, dans le ton, il y a un peu ce truc-là. Et alors je parlerai surtout pas de génie, mais il y a un truc où par exemple cette voix off, c'est un truc assez instinctif, tu vois, je les écris pas, je les fais un peu en live. Alors c'est du montage, hein, je le fais pas un one shot, mais du coup c'est un truc que je fais en live parce que c'est un exercice. Et alors on va pas rentrer dans la théorie des 10 000 heures, on n'est pas non plus sur une chaîne de dev perso, mais tu vois, je pense que plus tu bosses un domaine, plus t'es bon. Aujourd'hui je réécoute mes premières voix off, parfois je suis là genre mon Dieu, mais je vais supprimer cette vidéo, c'est pas possible. Et en fait plus t'évolues, plus ça devient un mécanisme, plus tu sais ce qui peut fonctionner, ce qui fonctionne pas. Par exemple, il y a des gimmicks, tu vois, que j'avais installés au début des vidéos. Alors, je pense que tout le monde les a un peu en tête si vous m'avez déjà vu une fois, mais le piment d'Espelette, par exemple, qui est un truc où je m'étais dit, ça, par exemple, la première fois que je le dis, je me dis que ça peut être drôle.
Mais par contre, quand j'ai commencé à voir les signaux faibles, tu vois, des gens genre ah piment d'Espelette, trop drôle, dédicace au palmacho et tout, je me dis ok, ça fait vibrer les gens. Tu le fais 2 fois. Tu continues à comprendre qu'il y a des gens que ça intéresse, et en fait après ça devient un gimmick, et aujourd'hui on m'arrête dans la rue, on me dit c'est Monsieur Piment d'Espelette, tu vois. Et en fait tu dis bon bah ok, il y a des trucs sur lesquels ça j'arrive à comprendre ce qui fonctionne, ce qui marche, et je peux refaire 7 fois une intonation de voix en me disant genre ça c'est plus sympa. Donc je pense que sur cette partie-là, c'est là où je garderai toujours ce truc-là. Ouais, c'est au final ce que tu pourras jamais déléguer, c'est ta personne. Complètement. Quoi. C'est ton... Non, et puis tu parlais par exemple de prendre d'autres gens sur Woogies là-dessus. Ça serait évidemment sans souci. Mais tu as ce côté, tu vois, moi par exemple, j'ai déjà fait l'exercice pour des médias ou pour des collabs ou autres, d'être en face cam et de parler en même temps que tu fais à manger. Je suis nul. Mais genre nul. C'est-à-dire que je suis obligé de décrire ce que je fais pendant que je le fais. Donc par exemple, quand tu découpes un oignon, je suis obligé de faire la phrase méga longue en disant je vais découper un oignon. Et parce qu'en fait, je sais pas broder, tu vois. Ouais. Je suis un mec, je sais faire qu'une chose à la fois. Donc si tu me demandes de parler en même temps, je suis obligé de faire le truc primaire de dire ce que je fais. Donc il y a des mecs qui sont ultra forts pour ça. Tu vois, je vois des chefs qui sont en conférence, qui font plein de trucs à la fois et qui te le racontent. C'est un truc que je sais pas faire. Et donc, par exemple, le côté voix off, où je suis tout seul chez moi avec un micro, ça, c'est un truc que je contrôle et que je peux continuer à faire. Donc, bosser avec d'autres gens, carrément. Mais du coup, d'être toujours dans ce truc de la voix off qui fonctionne bien et que les gens apprécient. Et moi, il y a des gens qui me disent, je fais jamais tes recettes. J'en ai fait aucune. Mais par contre, je les suis toutes parce qu'elles me font marrer et que ça me détend, quoi. Je crois que je tombe dans cette catégorie. Il y a un truc sur TikTok qui me fait mourir de rire sur les créateurs de contenu food. C'est tous les mecs qui disent je vais la mettre directement dans la liste de mes favoris que je ne referai jamais. Et ça me fait toujours rire parce que je sais qu'il y a ces gens, tu vois, qui ont ce truc de se dire ok, trop cool la recette, je la referai jamais, mais trop cool. Et du coup, ouais, t'as ce côté-là qui est drôle. Ouais, j'ai pas mal de recettes, je pense, qui sont en train de crépir dans mes favoris, que malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de. Mais ça, c'est la vraie compréhension. Tiens, on parlait tout à l'heure de la création de contenu, notamment sur la partie food. C'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont là pour se divertir. Et moi, je le sais que les gens qui regardent mes recettes, il y en a plein, c'est parce que justement, ça devient sympa. Par exemple, sur YouTube, j'essaye de faire des vidéos qui se regardent. Mon objectif principal sur la création de mes contenus, et c'est toujours mon leitmotiv, le livre d'ailleurs aussi, c'est que les gens aient envie de le lire ou de le regarder dans leur canapé. Et pas genre dans leur cuisine. C'est pas genre en mode putain qu'est-ce que je fais ce soir à manger, putain je vais regarder sur Woogies. Alors ça c'est trop bien aussi, mais moi j'ai envie que les gens soient pas forcément derrière leur plaque de cuisson avec le truc, que ce soit un vrai truc divertissant et qui donne envie. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi, je pense, c'est que tu peux regarder une recette d'ossobuco de 5 minutes en te disant ah c'est intéressant, je savais pas qu'on faisait ça comme ça, ou ah voilà. Et en fait à la fin t'as appris quelque chose plus que... Moi, je regarde des vidéos de recettes parce que je tombe dans des trucs obscurs sur YouTube, genre des trucs, des recettes coréennes où tu essaies de décrypter des trucs et tu fais genre, ok, la vidéo dure 18 minutes sur la fermentation du chou. Personne regarde ça pour se divertir. Mais par contre, c'est un côté très tuto, très explicatif, c'est cool. Mais l'objectif, moi, c'est que les gens regardent en se disant genre, ah, je vais me détendre un petit coup ce soir, oh, tiens, il a ressorti une recette et que tu as envie de la regarder et que ce soit pas un truc justement de SEO en disant, bon, recherche ossobuco et que tu tombes sur ça, quoi. Donc tu as vraiment cet objectif de divertir les gens, et je pense que dans la création de contenu, c'est toujours ça. Tu vois, je suis des trucs de bricolage, je bricole pas du tout, mais par contre ça me passionne de regarder des mecs qui font de la menuiserie, mais c'est pas pour le refaire, donc t'as pas forcément un truc qui est exclusivement didactique, faut toujours être dans le côté divertissement, et divertissement faut pas être fun, hein, mais le divertissement ça peut être de l'apprentissage ou des choses comme ça, quoi. Mission réussie, parce que la vidéo de l'ossobuco sur YouTube, elle est juste incroyable. Donc Xavier, bravo, et puis toi aussi. Franchement, elle est incroyable. Bah merci, ça fait plaisir. Moi, tu vois, et c'est dur parce que c'est pas très beau un ossobuco de base. Ouais, voilà, c'est magnifique. T'avais une question, Max ? Non, vas-y, tu veux. Je voulais te demander d'où te vient ta passion pour la cuisine. C'est assez compliqué. C'est marrant parce que j'ai écouté l'épisode avec Luca Laccio, si tu nous écoutes, qui disait qu'il savait plus trop d'où ça venait, etc. Je pense qu'il commence même l'épisode par là. C'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a un peu ce côté où t'as la version média, tu vois, la cuisine, j'ai appris avec ma mère dans la cuisine, c'est faux. C'est-à-dire que mes parents ont toujours aimé faire à manger, mais tu vois, c'est pas des grands cuistots qui passaient des heures dans la cuisine, même si mon père a toujours adoré nous faire à manger des pizzas maison, des trucs comme ça. Donc ça m'a donné un peu ce truc-là, toujours de pouvoir aimer le faire. Et après, je pense que tu as un côté... moi, je sais, c'est la convivialité. Quand j'ai commencé à habiter tout seul, à faire à manger,
faire à manger pour les potes, la famille, etc. Il y avait toujours un truc trop cool à ça. Et puis après, comme je disais, je suis toujours un peu curieux, obsessionnel sur certains milieux. Et celui-là, c'est celui qui reste toujours, quoi. C'est-à-dire que ça m'intéresse toujours. J'ai poncé tous les trucs Netflix. Je commence à regarder des trucs en coréen. C'est l'enfer, mais du coup, c'est génial. Et moi, ça, c'est un truc qui me passionne et dans lequel je reste depuis du coup des années. J'adore manger, donc ça aide aussi. Et puis c'est quand même une passion qui est plutôt cool. Et aujourd'hui, moi, j'adore manger, j'adore faire à manger. Donc tout ce qui gravite autour de ça me donne envie. Je pense sincèrement que c'est au moment où tu commences à être jeune, je commençais à avoir mon appart, que c'est devenu un vrai truc de cuisiner tout seul. C'est un truc, moi j'adore ça, quoi. C'est-à-dire que tu peux me laisser 3 heures dans une cuisine à faire à manger. À chaque fois les potes sont là, ouais mais mec, non, te fais pas chier, on fait des trucs rapides. Je dis mais non, mais ça me fait trop plaisir en fait, ça fait partie du truc. Et ce truc-là me fait plaisir vraiment, quoi. Faut t'inviter vraiment à tous les week-ends Évidemment, entre potes. invitez-moi. Et qu'est-ce que je voulais te demander On a vu que tu avais lancé une chaîne WooKids, tu Ouais. t'appelais c'est quoi? C'est de la cuisine pour enfants ou faite par des enfants? Toi, Alors, t'es papa, c'est ça? Si Ouais, je dis tout à pas de fait. Du coup, je suis papa depuis le 29 juin 2021 d'un petit Marius. Et à ce moment-là, du coup, avec Margot, qui est ma copine, avec qui on crée les vidéos, c'est elle qui me filme, c'est elle qui fait les textes, etc. On avait ce truc de se dire, comme dans la cuisine, les gens sont en manque d'inspiration et il y a plein de gens qui me disaient putain, trop cool, je savais pas cuisiner, ou je savais pas quoi faire avec cette courge, je savais pas quoi faire avec ce chou-fleur. Dans la cuisine pour enfants, c'est pareil. Et moi, j'étais le vrai point de départ, autant sur la cuisine, je sais pas trop, autant sur celui-là, je le connais bien, c'est que du coup, je disais à tout le monde, ça va être trop bien, avec Marius, on va pouvoir faire plein de petits plats, etc. Les gens étaient là. Mais mec, la cuisine pour bébé, c'est relou de ouf. Tu fais que des trucs boring et ça va être nul, quoi. Et j'étais là, bon, je suis sûr que c'est faux. Et du coup, on a commencé à rentrer. Pareil, il y a des milliers de bouquins où tu peux aller taffer là-dessus. Et en fait, tu commences à regarder, à aller un peu diguer des trucs. Et en fait, parfois, tu trouves des recettes. C'est un peu galère pour les enfants parce que t'as pas mal de trucs de régime alimentaire. Tu peux pas commencer tout quand tu veux. Des trucs, tu sais pas trop pourquoi. Mais par exemple, le miel, tu peux pas commencer avant 1 an. Truc bête. Si tu le sais pas, voilà, pour des questions de botulisme, comme ça vous savez tout. Mais donc du coup, il y a des produits que tu dois intégrer progressivement. Notamment les trucs un peu avec les gros allergènes, genre tu vois les noix, les trucs comme ça, faut le faire tester un peu plus tard parce que ça peut être dangereux, des trucs comme ça. Donc tu dois quand même te renseigner un peu sur cette partie-là. Là où tu vois, c'est la cuisine pour adultes, c'est un peu plus instinctif. Mais on s'est dit, ok, il y a des trucs cool à faire. Et en fait, tu te rends compte que tu peux faire des trucs à la fois créatifs, à la fois simples, pas chers, et surtout aller chercher. Tu vois, on a fait tu peux faire des keftas, des trucs comme ça pour enfants. Alors évidemment, c'est un peu moins assaisonné que ce qu'on peut avoir nous, mais des trucs qui sont un peu créatifs, qui sont un peu rigolos. Et du coup, on l'a créé à ce moment-là. Carton intégral, et d'ailleurs teasing, on va revenir fort avec WooKids bientôt. Là, avec tous les projets, c'était un peu compliqué, mais je pense qu'on a fait 6 recettes, on doit avoir 18 000 abonnés sur Insta, mais parce que les gens nous disent genre ok, c'est trop bien, je veux ça parce que je sais jamais quoi faire. Et là on répond à un vrai truc, quoi. Et alors ça c'est cool. Et la partie drôle, c'est les gens qui nous disent j'ai pas d'enfant, j'ai refait les gaufres aux épinards, c'était trop bon. Mais donc du coup les gens sont toujours en quête d'inspiration. Comme c'est pour les enfants, t'as envie d'être créatif et de faire des trucs qui change un peu, du coup voilà, faut aller sur des idées, des idées, et c'est assez cool. Et notamment sur le secteur des enfants, il y a un vrai truc, quoi. Les gens ont vraiment besoin d'avoir des idées et ça fonctionne. Et puis les chats et les bébés sur Instagram, voilà, c'est un classique. C'est un classique, ça marche toujours. Faut que je fasse Woo Pets, la cuisine pour animaux. Ça pourrait marcher, je pense. Il y a moyen. Alors je sais pas si tu veux. Merde. Tu vas rebondir sur WooKids, mais ma question m'est revenue. En gros, quand on te regarde, il y a un côté très impressionnant. Tu vois, on se dit, wow, physiquement, ce mec, tu veux dire. Physiquement, évidemment. Non, mais on se dit, wow, ce mec, il est trop fort et tout. Mais rassure-moi, t'as commencé avec des pâtes au beurre et t'as fait des trucs comme ça. Ah oui, dans ce sens-là. Carrément. Et après, moi, il y a un autre truc. Déjà, j'ai commencé comme tout le monde, à un peu galérer dans tout ce que tu fais. Et après, il y a un autre truc, c'est que j'ai toujours des plaisirs coupables, et ça, je m'en cache pas. Mais
il y a toujours un début à tout. Sur la cuisine, d'autant plus. Enfin, tu commences toujours sur des trucs comme ça. Et après, il y a un vrai truc. Et je refais un peu d'auto-promo, mais sur le livre, c'est ce que j'essaye de défendre. C'est que aujourd'hui, reprendre possession de sa cuisine et se dire, ok, j'ai envie d'aller un peu plus loin, avec genre une poêle un peu anti-adhésive là et un couteau à dents. C'est comme faire un marathon en tongs et en jean. C'est-à-dire qu'il faut aussi un peu s'équiper. Il faut aussi, tu vois, essayer de te programmer à te dire, ok, si c'est un truc que j'ai envie de faire, le jour où tu te mets au footing, bah t'essayes de prendre un peu du matos. Tu cours pas avec des Stan Smith. T'as pas besoin de grand chose, mais t'as besoin quand même de 2-3 trucs qui te permettent d'aller un peu plus loin et de faire ce que tu as envie de faire. Donc il y a aussi ça, tu vois, il y a aussi l'équipement, les techniques. Donc c'est plein de trucs qu'il faut apprendre. Et parfois, tu as des gens qui disent, ouais, là, j'ai pas réussi ta recette. Et tu dis, mais t'as bien laissé reposer le temps. Et ils disent, ah ouais, non, mais j'avais pas le temps. Et tu dis, alors du coup, j'ai trouvé ce qui a pas marché. Mais donc, ouais, il y a plein de trucs à prendre en compte. Et notamment sur la cuisine, il y a ça. Après, il y a un autre truc, et ça, c'est l'envers du décor de tout ça, mais c'est qu'évidemment, il y a des fails. Il y a des trucs où ça marche pas du premier coup, ou alors t'es en train de le filmer et bah évidemment, tu vois, genre je fous la moitié à côté en me disant genre merde machin, je le mets pas forcément parce que ça fait pas partie de ma ligne édito. Je laisse Roro Cuisine, je sais pas si vous connaissez sur TikTok, très forte, qui fait notamment des bêtisiers et dans ces bêtisiers on voit justement toute cette partie là et ça c'est trop drôle parce que ça fait vraiment partie de l'envers du décor. Mais ouais, t'as envie de montrer un truc beau, etc. Donc il n'y a pas de mensonge dans mes recettes, mais tu as aussi ce truc où tu galères, tu l'as fait plusieurs fois. Et par exemple, tu vois, il y a des gens qui me disent ouais, je comprends pas, elle marche pas ta recette. Et je le dis maintenant dans le truc, je dis tout ça c'est un peu d'entraînement. Ça a l'air facile, tu vois, de pétrir une pâte, sauf que malgré tout, j'en ai pétri des centaines avant de pouvoir avoir le mouvement, la mémoire musculaire, etc. Sans aucune vantardise, mais t'as un truc où plus tu taffes, plus ça paraît facile. Aujourd'hui, tu vois des mecs jongler au cirque, évidemment ça paraît facile, mais il suffit pas, s'il te dit genre, bah tu prends les 4 balles et tu les fais virevolter, même s'il te donne toute la technique, tu n'y arriveras pas du premier coup. Donc il y a quand même un côté entraînement qu'il faut avoir. Et tu vois, là où c'est aussi l'envers des réseaux sociaux, mais c'est que parfois on te dit genre tout est beau, tout est machin, il y a l'envers du décor. Bah, sur le truc de la cuisine, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que évidemment, j'essaye de prendre la bonne lumière pour que ce soit agréable, que les gens aient envie de le cuisiner. Il n'y a pas de mensonge, c'est-à-dire que je mets pas de la poudre ou des trucs pour que ça brille, mais tu as ce truc de te dire, on prend du temps pour le faire, on s'est entraîné, il y a des choses comme ça, et que ouais, ça paraît facile, boum, 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 et moi aussi, le montage fait que une recette genre de pulled pork qui met genre 20 heures de cuisson, je la fais en 30 secondes, donc du coup, les gens sont là, ok, j'ai un nombre de potes, je change de sujet très vite, mais parce que ça j'ai un nombre de potes, j'ai fait des gnocchis butternut et genre pommes de terre l'année dernière, tout le monde, la vidéo a bien marché, tout le monde a voulu la refaire. J'ai un nombre de potes qui m'ont envoyé un message en me disant mec, il est 23h30, on n'a toujours pas bouffé. Mais parce que en fait, ce que là nous se rendent pas compte les gens, c'est que la vidéo elle dure 30 secondes. Ouais. Les gens se disent, wow, ça a l'air méga easy, il fait tchac tchac, boum boum, papap, clac clac, bang bang, c'est prêt. Sauf qu'en fait, bah, mine de rien, il y a le temps de cuisson, le temps de les faire un par un, le temps de les recuire, le temps de repos. Et du coup, en fait, il y a certains trucs où effectivement, il faut aussi se projeter sur le fait que ça a l'air facile, mais il y a quand même un peu de temps, quoi. Mais tu as des conseils à partager, peut-être 2-3 conseils à quelqu'un qui veut passer à l'étape supérieure en termes de cuisine, en termes de compétences et tout. Est-ce qu'il faut mettre plus de sel, pas d'huile d'olive? Si, alors moi je suis plutôt, j'aime bien l'assaisonnement justement, ça c'est cool. Moi il y a un vrai truc qui a changé ma manière de voir la cuisine aussi à la maison, c'est un bon couteau, en vrai, et une bonne poêle. Et aujourd'hui, alors je deviens, là du coup, je suis à Paris, j'ai ma poêle et mon couteau dans mon sac. Mais parce que justement, tu vois, il y a ce truc aussi de... Là, par exemple, je suis en week-end avec des potes, on va faire à manger. Je sais que si tu me files une poêle un peu nulle, qui est genre bancale et machin, je sais que j'arriverai pas exactement à faire ce que je veux. Et donc, du coup, il y a ce truc aussi de te dire, bon, bah, ton équipement, il fait partie un peu du truc. C'est pas ce qui va te sauver, mais aussi, ça fait partie de ça. Et il y a aussi moi je sais que si vraiment ça te passionne la cuisine, tu rentres à fond dedans. Moi je sais que je mate tous les documentaires, tous les trucs comme ça, et par exemple même tu regardes un documentaire d'un étoilé, tu vas jamais refaire un plat d'un resto étoilé parce que c'est pas la cuisine qui me ressemble, mais par contre dedans par exemple tu vas dire ouais là on va faire Annette et Saint-Jacques, ça se marie super bien. Alors lui évidemment il fait genre une sphérification de je sais pas quoi et tout, mais par contre dans ta tête tu dis ah Annette et Saint-Jacques, pas con, faudrait que j'y pense pour une recette. Donc t'as un peu ce truc aussi d'être curieux, de tester des trucs. Je sais que le voyage aussi c'est génial, mais pas forcément à l'autre bout du monde, hein. Tu te balades en France, t'as des spécialités culinaires de ouf, et du coup genre la curiosité, découvrir, aider les gens à comprendre ces recettes là, c'est ultra intéressant quoi. Ok.
Les mecs au service sécurité à l'aéroport, ils doivent se taper des barres en voyant ce qu'il y a dans ta valise. Ouais. Alors, je vous le dis, vous avez le droit de vous balader avec des couteaux. Alors, évidemment, pas en soute, pas en cabine, mais en soute. Mais ouais, évidemment, il y a toujours un petit eye contact quand tu viens avec une microplane, là, tu sais, l'espèce de rap. Les gens se posent toujours un peu la question. Et je finirai la réponse de tout à l'heure en disant qu'il y a un truc qui fait que tu changes tout à une recette, c'est le produit que tu utilises. Ouais. Aujourd'hui, tu achètes, même sur des trucs basiques, hein, mais des pâtes. Tu fais une recette de pâtes avec une bonne tomate en conserve, ça coûte pas très cher, avec de l'ail et une bonne viande que tu allais chercher chez ton boucher. Mais en fait, les gens sont là, genre, ouah, mais attends, t'as fait rôtir la viande, c'est quoi ce goût, etc. Tu fais, non, si, on l'a bien fait, mais je veux dire, il y a juste des bons produits de base, et en fait, ça change vraiment tout. Et parfois, t'as des gens comme ça qui te disent, putain, mais c'est trop bon, c'est quoi l'idée, c'est quoi le délire? Et tu dis, juste, ça, c'est un fromage que je suis allé chercher chez mon fromager, et en fait, ça change tout dans la recette. Donc, t'as le côté, genre, produit, pas forcément très cher, hein, je vous dis pas d'acheter de la truffe ou du caviar, mais t'achètes des bons produits chez ton primeur, etc. Et tout de suite, ça change radicalement le goût de ce que tu fais, quoi. Okay. On a inventé un format depuis quelques épisodes qu'on a appelé Fast and Curious. Je sais pas si ça te dit un truc. Non, on a quelques petites séries de questions un peu rapides, un peu courtes comme ça à te proposer. Le but du jeu, c'est que tu y répondes à autant que possible en 60 secondes. Magnifique. Si tu peux le faire. Est-ce que tu es prêt? Je suis jamais prêt pour ce genre de truc, mais évidemment. Ça va le faire. Top. Ta plateforme préférée? C'est trop dur, les gars. En ce moment, c'est TikTok. Ton chef de référence? Richard Schaeffer. Ton plat préféré? Les carbonara. Le plat que tu détestes? J'en ai pas. Ou l'ingrédient? Et bah alors, c'est à ma plus grande tristesse, mais c'est les olives. La technique de cuisine sur laquelle tu galères tout le temps? C'est dur, qu'est-ce que je pourrais avoir Si, les cacio et pépé, c'est toujours un peu technique. La capitale de la bouffe? J'avoue que Paris. Ta cuisine préférée? Asie du Sud-Est, c'est vraiment mon kiff. Ton péché mignon? Plaisir coupable? Ouais. Le cordon bleu surgelé. Le fameux père dodu. C'est ça. Ton youtubeur préféré? Au beurre de l'assiette. Et facile, ton épice préférée? Le paprika. Le piment d'Espelette. Je suis rassuré. Bon, mission réussie. Yes. Est-ce qu'on avait encore d'autres petites questions? Ou je vois aussi que l'heure tourne gentiment et qu'on approche des 12h30. Ça passe T'avais une vite, question, hein. Armand? Peut-être pour finir, tu pourrais nous donner l'anatomie d'un bon TikTok. Parce que j'ai vu, tes perfs sont quand même assez dingues. J'ai l'impression que toutes les vidéos cartonnent. Tu nous as peut-être teasé un peu avec ton framework de 1 seconde où on voit ta tête où tu dégustes, mais est-ce que tu peux nous en dire plus et est-ce que c'est conscient? T'as vraiment un framework que tu suis? Ouais. Alors, c'est pareil. Et alors ça, pour le coup, c'est assez dingue. Mais le framework, c'est le même depuis le tout premier format court. Vraiment, il a vraiment pas changé. À part la durée, depuis qu'on a pu passer de 30 à 1 minute, évidemment, c'est un peu plus long. Mais l'intro et l'outro sont toujours les mêmes. Alors maintenant, je vais dire des trucs qui sont un peu des évidences, mais comme c'était un peu au début, c'était un truc que j'ai testé et qui a marché assez vite, donc du coup, je l'ai gardé. Mais c'est, je parle pour la cuisine, mais je pense qu'en général, il y a un peu ce truc-là, c'est la promesse de ce que tu vas voir. Donc moi, ça commence par le plat fini. 1 ou 2 étapes un peu clés qui donnent envie aux gens d'y aller. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu vas faire une recette de pâtes. À un moment, tu vas montrer une technique d'enroulage de pâtes dedans. Ça peut être une deuxième accroche. Si la personne est accrochée par le plat fini, ensuite tu lui dis, on va aussi voir cette technique. Les gens font, ah ok, intéressant. L'incarnation, je pense qu'aujourd'hui c'est assez important que les gens se disent ok, on va voir ce gars-là, et encore une fois, on voit qu'1 seconde 30, c'est-à-dire qu'on ne voit pas dans le reste de la vidéo, mais on se dit ok, c'est ce gars-là, je l'aime bien, ou je l'ai déjà vu, ou je sais que d'expérience ou de visibilité j'ai déjà vu, donc le côté incarné c'est assez cool. Et ensuite, il y a un vrai truc de rythme. Je pense qu'il faut aller vite, dans le sens où aujourd'hui, il n'y a pas de temps mort dans mes vidéos. Il y a, vraiment, elle est un peu frénétique, la voix off. Mais j'ai 2-3 fois des gens qui me comparent à des recettes de bref. Mais l'idée, c'est que ouais, ça continue, qu'il n'y ait pas de temps mort. Ne pas hésiter à tu vois, moi, je superpose les voix off, quoi. C'est-à-dire que quand il y en a une qui finit, etc., genre, techniquement, si je dois refaire une voix off, là, en 30 secondes, c'est impossible. Genre, je ne peux pas respirer. Mais donc, du coup, il
y a ce truc un peu où pour garder les gens, tu laisses jamais l'opportunité de se dire il y a un blanc, allez ciao. Donc du coup tu restes dedans. Et après, il y a ce truc de clôture qui te permet, il y a la fameuse boucle infinie qui marche à tous les coups. Ça, c'est pour aider notre cher algorithme à faire une deuxième vue sur ta vidéo. Moi, j'ai mon logo à la fin qui permet aussi un petit peu parce que je l'aime bien et que j'avais envie de le mettre en avant. Et après, il y a faut pas faire le gimmick pour le gimmick. Je pense qu'il y a des gens malheureusement qui sont un peu tombés dans le truc en se disant faut que j'y aille à fond. Mais je pense qu'il y a un espèce de truc d'identification, des trucs qui marchent bien. Tu vois, le piment d'Espelette, je le mets de temps en temps. Je viens avec parcimonie le saupoudrer par-ci par-là. Mais voilà, faut pas que ça en devienne un truc trop lourd en se disant genre il faut absolument que les gens m'identifient à ça. Et après, il y a un truc aussi, c'est tout con, mais aujourd'hui, les gens retournent sur les profils, même si c'est l'usage, c'est quand même de voir apparaître dans le feed. Je pense que tu as quand même un truc de ton feed, il faut qu'il ait une certaine cohérence. Tu peux utiliser les titres, tu peux utiliser les playlists, et notamment sur la création de contenu food, c'est important, tu vois, de pouvoir retrouver les recettes facilement, parce que tu vois, sur la vignette, il est écrit ou que dans le titre, il est bien expliqué. Donc, tu as un peu ce truc-là. Et après, moi, il y a un truc sur lequel là c'est pas sur le TikTok en lui-même, mais je pense que quand tu as un sujet, en ce moment les plateformes elles sont assez monomaniaques, et aujourd'hui comme tu es exposé dans un feed, si jamais tu vois, moi je tombe sur un mec qui restaure des montres, je prends l'exemple, et que je me dis ok, trop cool, ça a l'air trop passionnant, j'ai jamais porté de montre de ma vie mais je trouve ça trop cool. Si je m'abonne et que je me rends compte que le mec en fait à côté il fait des dégustations d'insectes, je le unfollow direct. C'est pas méchant, hein, le pauvre, il a rien demandé. Mais en fait, moi, je le suivais pour les montres. Donc, si tu te lances dans un sujet, je te dis pas d'être monomaniaque, mais c'est qu'il faut que tu gardes une certaine cohérence pour que les gens qui t'ont suivi pour une thématique précise arrivent à comprendre aussi le reste des contenus que tu peux faire et pas se disent mais attends, je comprends pas. Et moi ça m'arrive notamment en food, je vois une recette qui a l'air trop cool, je me dis ok, trop bien, je suis cette personne, et je me rends compte qu'en fait le mec fait pas du tout ça, et du coup je comprends pas la cohérence. Donc soit parfois je me dis ah mince, je me suis trompé, en fait c'est quelqu'un qui a fait genre une recette sur tout son compte et c'est pas grave, tu vois, voilà. Soit je me dis genre du coup je comprends pas son contenu et je comprends pas l'identité. Donc je pense qu'il y a un vrai truc de se dire comment on se positionne. Donc je vous dis pas de faire un truc en particulier, mais je pense que tu te développes autour d'une niche et qu'il faut réussir à rester un peu dans sa niche, comme les chiens. T'as déjà eu envie de faire du contenu qui n'avait rien à voir avec de la cuisine ? Ouais, et par exemple, tu vois, c'est toujours une question que je me pose. J'adore aller au resto. C'est vraiment une passion. J'y vais juste après, là, d'ailleurs. Mais du coup, j'adore faire ça. Mais les gens qui me suivent, sont là pour les recettes. Et notamment, je le fais que sur Insta pour le moment. Mais je mets en story, tu vois, les restos dans lesquels je vais. Et je trouve ça trop cool de pouvoir les mettre en avant. Et j'ai pas de vocation de guide. Je mets juste, tu vois, ceux que j'aime bien. Et en fait, ça, j'ai toujours la peur de me dire, putain, là, je vais me taper une vague de unfollow parce qu'en fait, les gens se disent, mais je suis pas là pour ça, quoi. Mais il y a quand même une cohérence avec l'univers, ça reste lié. Donc, et je sais qu'en fait, il y a des gens qui sont intéressés. Et je me dis, comme c'est moi, et c'est ma personnalité, etc. et tout, je vois quand même qu'il doit y avoir des gens qui se désabonnent parce qu'ils se disent, bon, je m'en fous, en plus il est à Paris ou à Bruxelles à chaque fois, mais moi j'habite pas du tout là. Mais il y a des gens au contraire qui me disent, oh, j'ai vu que tu avais fait ça, est-ce que tu as des recommandations sur ça ? Donc l'idée c'est de réussir à faire les deux intelligemment là-dessus. Mais me diversifier sur totalement autre chose, je pense pas. Et après, encore une fois, je pense que les gens sont vraiment spécialisés dans des domaines aujourd'hui. Donc je vois même pas dans quoi je pourrais aller. Encore une fois, il y a le voyage, tu vois, j'adore voyager également. Donc dès que j'y vais, je le mets sous le prisme de la bouffe. Mais juste de dire demain, genre, je vais vous faire mon city guide genre de Copenhague. J'ai un peu peur que les gens se disent mais qu'est-ce qu'il fait là, genre mec, reste à faire des pâtes dans ta cuisine, on t'a pas demandé ça. Mais par contre faire des recos de resto en disant ça j'ai kiffé, je pense que ça te reste un peu dans l'univers, donc tu débordes pas trop, c'est cool. T'as déjà demandé à ton audience si elle était réceptive ou elle avait envie de voir d'autres contenus ? Non, j'ai trop peur qu'elle me dise que non. Non, ça c'est un vrai truc. Je sais pas. Par exemple, là, j'ai une vraie problématique qui se pose. Du coup, je vous la pose à vous, audience, si vous me voyez dans les commentaires. Mais c'est, je rêve, notamment sur YouTube, de pouvoir faire aussi une partie un peu plus vlog. Je suis pas incarné, tu vois, dans mes vidéos. Donc, ça sera jamais un truc genre coucou les petits loulous, on est aujourd'hui à Séoul pour un road trip. Mais de documenter en vidéo et de pas avoir juste des stories des lieux dans lesquels je vais, mais plutôt de documenter un peu mon voyage parce que c'est un truc que j'adore consommer à titre personnel, les vlogs. Et du coup, j'ai
j'ai envie d'aller sur ce genre de truc. Mais ça me terrifie parce que c'est un truc que je sais pas faire. Donc forcément, il y a un peu le côté, voilà. Je sais ce vers quoi j'ai envie d'aller, mais donc du coup, il faut que je réussisse à le respecter. Et après, j'ai aussi ce truc du regard des gens qui est toujours pesant. Pas dans le jugement, tu vois, mais vraiment le truc où les gens peuvent se dire, mais mec... fais des coquillettes, quoi. Genre, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que toi, ça. Et en même temps, c'est un truc qui me tenterait bien de le faire. Et vraiment, je pense, honnêtement, que si tu demandes à ta communauté, je me trompe peut-être et les gens me donneront peut-être tort, mais je pense que si tu demandes à ta communauté, tu auras beaucoup plus de gens qui sont contre, comme dans tout, qui vont te dire genre mec non, arrête, fais pas ça. Et du coup tu peux très vite te déchauffer sur un sujet, alors que je pense qu'il faut se prendre le risque, tu vois, et se dire bon bah ok, là tu vois les vlogs, je vais pas vous demander les gars, il va y en avoir un qui va popper à un moment, vous savez pas pourquoi, et il va arriver et c'est moi qui vais analyser les stats, c'est moi qui vais analyser le truc, et c'est moi qui vais me dire est-ce que j'ai touché une nouvelle audience, est-ce que ça leur a plu, est-ce que c'est un total fail, est-ce que même si c'est un total fail, j'insiste et je persigne parce que je persiste et je signe, et que je continue parce que je sais que c'est pas en une vidéo que tu crées un truc. Donc voilà, c'est non pas que je fais pas confiance à l'audience, mais c'est les statistiques qui vont aussi me le dire, parce que finalement parfois t'as que 2-3 personnes qui sont pas révélatrices de ce que t'as envie de dire, quoi. C'est marrant, à l'inverse, moi j'aurais pensé. Je me dis, si là maintenant tu postes une story en disant les gars, est-ce que vous pensez que je devrais faire un vlog, t'auras peut-être un groupe de hardcore fans, des gens qui regardent tout le temps tes stories et tout, qui vont dire ouais, vas-y, on te kiffe trop, fais-le. Mais à l'inverse, qui eux ne seront peut-être pas représentatifs de tous tes abonnés, et qu'en fait la majorité silencieuse se dira mais non, on s'en fout de tes vlogs. Bah ouais, t'as totalement raison. En fait, dans les deux sens, je pense qu'il y a ce truc-là. Et après, sur les sondages, vous verrez, moi je suis vraiment, je vais pas dire de gros mots, mais je suis vraiment un petit bâtard. C'est que vous verrez quand je fais des sondages sur Insta, vous penserez à moi, mais il y a que 2 options positives. Oui. Du coup, c'est souvent genre oh là là, ça a l'air trop bon et oh j'en veux tout de suite. Tu vois, il y a pas le ah non, j'aime pas du tout le Sobuco. Moi, ça m'arrange dans tous les cas. Mais du coup, j'ai parfois quand je vois, mais ça c'est mon point de vue, mais je vois des créateurs qui disent ça vous dit ce soir une recette de salade et qui mettent oui non. Je suis là genre mais putain, mais si les gens disent non, tu fais quoi? Tu la publies pas? Et du coup, j'ai un peu ce truc de me dire d'être toujours un peu dans ce côté un peu positif et tu vois d'emmener les gens dans ton univers, dans ton truc, de les faire participer. Et je dis pas que je prends pas en compte leur avis, au contraire. Tu vois, dans les sondages, je me dis genre ok, ce truc-là, il a vraiment bien marché. Mais d'être toujours un peu dans ce côté un peu positif, les gens seront toujours là pour te rappeler si jamais tu sors un peu des lignes. Ou si jamais tu vois, tu fais je sais pas, t'as un partenariat qui est un peu sorti de ton truc, il y a des gens qui vont dire mec on t'adore mais là c'est un peu chelou, ou tu vas faire un truc un peu trop long et les mecs vont faire non mais mec fais plus court. Donc il y a toujours les gens qui sont là pour te rappeler un peu tout ça, quoi. Ouais. Et puis les gens viennent pour ce que tu proposes, donc des recettes, mais il y en a énormément qui vont rester pour la personne que t'es, tu vois. Dans la rue les gens te disent ah t'es trop cool, t'es trop drôle et tout. Donc je pense qu'il y a une grosse partie de ton audience qui serait vraiment super chaude pour avoir des vlogs. Peut-être. Et par exemple, Victor du Guide Ultime, pour moi, le meilleur move qu'il ait fait, c'est genre les témoignages, tu vois. Mais la réflexion de le faire, putain, mais respect infini, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où le mec se dit bon bah je caricature évidemment, mais je fais un guide avec des tests de resto. Tiens, je vais interviewer des gens, faire des trucs un peu philosophiques magnifiques pour faire de l'inspiration et créer de l'émotion chez les gens. À quel moment tu fais ce move-là? C'est là la part de génie, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Mais tu vois, tu demandes pas à ton audience, quoi. Il y a un moment où le truc cartonne, fait des millions de vues. À chaque fois, les vidéos, elles sont trop cool. Mais je pense qu'il y a un côté un peu magique là-dedans. Je dis pas que Victor l'a pas réfléchi, mais il y a un peu ce truc où, tu vois, il se dit genre, je tente ce truc-là, ça fonctionne. Il y a un vrai retour et les gens aiment bien. Et du coup, je me lance là-dedans. Et ouais, je pense qu'il faut tester, il faut se mettre en danger. Et ça, tu vois, il se met à nu de ouf en faisant un truc comme ça, parce que c'est pas du tout dans son univers. Et il est ultra récompensé. Et je trouve ça génial. Ouais. Je crois qu'on arrive à la fin de l'épisode. On va te laisser aller dans je ne sais pas quel resto génial que tu... Je sais pas encore non plus, mais ça va être bien. En tout cas, merci beaucoup Hugo, alias Woogies, de nous avoir rejoints sur cet épisode. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Et t'es aussi sympa que les abonnés peuvent penser. C'était vraiment un super moment. Merci à ceux qui nous ont écoutés aussi pendant je crois, un peu plus d'une heure et demie. Si vous êtes encore là et qu'on peut abuser de votre générosité, n'hésitez pas évidemment à laisser un commentaire, un avis, ce que vous voulez, tout ce qui nous fera plaisir. Ça nous aidera beaucoup pour inviter des prochaines personnes trop cool comme Hugo. Est-ce que d'ailleurs, Hugo, tu as une personne à nous recommander, ou est-ce qu'il y a un créateur que tu aimerais bien entendre écouter sur le podcast? C'est compliqué. Je vais essayer de trouver assez vite. Non, moi, j'aimerais bien
Typiquement, je parlais de Roro Cuisine tout à l'heure. Il y a un truc qui me passionnerait, c'est là aujourd'hui, de plus en plus, tu as des créateurs qui pop, genre en une fois. Et je pense qu'elle est sur la plateforme depuis pas mal de temps, mais que genre en un mois, elle a gagné genre 150 000 abonnés, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, elle prend une hype de ouf sur les Insta et TikTok. Et comment tu vis ce truc-là? Moi, ça allait vite, tu vois, sur 2 ans, quand tu fais le truc, tu dis ok, mais j'aimerais savoir comment en un mois, tu vois, genre tu passes de ça à ça, comment tu le vis, comment tu évolues, et en fait, finalement, moi j'ai toujours été un peu en avance sur le truc en me disant genre bon bah je fais ça et il y a la fame entre guillemets qui arrive derrière. Là, elle, c'est genre la fame arrive, qu'est-ce que je fais quoi. Ouais. Et du coup, c'est ma grande curiosité. Ok. Mais merci à vous en tout cas de m'avoir invité, c'était super intéressant, c'était trop court presque alors que ça fait 1h30. Mais merci beaucoup. Tu reviendras pour un fameux tome 2. Évidemment. Bon, merci Hugo et à très bientôt.